Voilà. Je te laisse. Je vais juste introduire rapidement. Donc, on a décidé d'inviter trois intervenants. Donc, Rémi Fraisse qui est intervenante, pardon. Rémi Fraisse qui fait une thèse au CEF sur les moustiques. Donc, il utilise des méthodes de multi-événements de capture-recapture, c'est ça, c'est des multi-événements. Enfin, tu nous expliqueras sans doute. Et il prend en compte donc pour estimer des tailles de pop, peut-être des paramètres de survie aussi. Et il prend en compte en fait tout ce qui est erreurs d'identification des individus. Donc, tu nous expliqueras ça. Après, il y a Raphaël Lebloac du CBGP qui, lui, développe des méthodes inférentielles pour l'analyse de données génomiques. Et Sarah Cubagne du CEF qui est à l'EPHE et qui fait beaucoup de démographie évolutive. Et elle a beaucoup travaillé sur plus des espèces de plus petite taille de population, puisque c'est surtout les grands carnivores comme les ours polaires, les loups, etc. Donc, elle vous en parle. Bonjour à tous. Donc, effectivement, comme Lucie vous l'a dit, donc, je suis Rémi Fraisse, doctorant sur les moustiques. C'est un bien grand mot, parce que dans la pratique, on espère encore qu'il y aura des données sur les moustiques un jour. Donc, surtout sur effectivement la capture-recapture, et en particulier dans le cas où il y a des erreurs d'identification. Et donc, je vais surtout vous parler de ça. Rémi, oui. Est-ce que tu peux partager ton écran? Ah, ça n'a pas été fait. Un grand merci. Ouais, la 5. Parfait. Je fais ça. Désolé. Normalement, c'est bon. Tu peux y assister? Ouais. Je t'emmène, bouge pas. C'est parfait, Rémi, merci. Excellent. Voilà, donc je vais vous présenter ce que c'est que les expériences de capture-recapture, en général, à quelles questions on répond quand on emploie ce genre de méthode, et les grands modèles, la base, on va dire, des modèles qui permettent de répondre à ces grandes questions. Et je finirai un peu sur mon sujet de thèse en particulier, ce qu'on peut faire d'un peu plus poussé sur certains axes. Donc déjà, les grandes questions auxquelles on répond avec la capture-recapture, ça va être la première qui s'est posée, c'est les nombres, les tailles de population surtout. Donc, combien il y a d'individus dans une population. C'est très utilisé en conservation, puisque évidemment, si on veut conserver une espèce, c'est bien de savoir combien ils sont, quels sont les efforts qu'il faut déployer, etc. J'ai pas beaucoup de recul, donc évidemment, ça pourrait certainement être utilisé dans d'autres domaines. Logiquement, effectivement, on l'a dit, la thèse sur laquelle je suis, l'objectif, c'est de travailler sur des moustiques. Sur des moustiques, vous vous doutez bien que l'objectif, c'est pas de les conserver, surtout quand ils véhiculent le paludisme, puisque c'est eux qu'on vise en particulier. Mais donc, des tailles de population. La deuxième grande question qui a pu être résolue avec ça, c'est la survie des individus, des pourcentages de survie. Donc évidemment, j'en reparlerai, mais c'est surtout ce petit avant-goût de la discussion de cet après-midi, puisque c'est de la survie apparente qu'on va mesurer, et donc et pas réellement une survie réelle, à moins que les hypothèses qu'on fasse soient strictement respectées, mais bon, c'est une autre question. Et la troisième grande catégorie, ça va être tout ce qui est migration. Et donc, là, je parle de migration, ça peut être littéralement des migrations d'une zone à une autre des individus, mais ça peut être aussi simplement des changements de stade. Donc, j'en reparlerai, je redétaillerai quelques exemples. Mais typiquement, je travaille donc sur les larves des moustiques en particulier. Ils passent par 4 stades, puis une nymphe. Et donc, on peut observer et étudier les transitions. Quelle est la probabilité qu'une larve fasse une transition d'un stade à un autre. Donc voilà, ça c'est toutes les grandes questions. Donc évidemment, tout ça, ça va être de la démographie animale. Et c'est des méthodes qui, on va voir, sont quand même très puissantes, mais qui peuvent être un peu lourdes à mettre en place. Donc qu'est-ce que c'est? Ça porte bien son nom, hein, c'est de la capture-recapture.
Donc, des expériences où on va sur le terrain, on capture les individus et puis on va les recapturer. Et donc, pour savoir qu'on les a recapturés, il faut les avoir marqués. Et il existe des méthodes où on n'est pas obligé de marquer les individus de sorte à les reconnaître, mais par contre, à les reconnaître individuellement, mais ça va être assez limitant. Donc, on va partir du principe qu'on reconnaît les individus personnellement. Et donc là, si vous voyez le petit oiseau, il a une bague et sur cette bague, il y a un identifiant unique. Et donc, ce qui veut dire que si on retourne sur le terrain et qu'on attrape l'oiseau, ou qu'on est capable de l'observer à distance, ben on sait que c'est lui personnellement et pas un autre oiseau. Il n'y a pas d'erreur possible. Et cette notion d'erreur possible sur l'identification individuelle, elle est très très importante parce que c'est probablement l'hypothèse la plus importante sur tous les modèles de capture-recapture. On identifie parfaitement les individus quand on les observe. Donc tout ça, ça nous mène, si on fait par exemple, si on va 5 ans sur le terrain et qu'on attrape les petits oiseaux pendant 5 ans, ça va nous mener à chaque individu, pour chaque individu, à avoir une histoire de capture. Donc on va avoir comme ça avec des 1 et des 0. On met un 1 quand on l'a vu, un 0 quand on ne l'a pas vu. Et chaque individu va avoir une histoire. Et ça va être les données de base qui vont nous permettre d'estimer tout ce qu'on a vu avant, la taille des populations, la survie, etc. Donc c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on peut faire pour obtenir ces données-là? Donc vous l'avez vu sur les oiseaux, on peut mettre des bagues. Donc évidemment, il y a plein de tags différents qui peuvent être mis, qui sont faits par l'homme. Ça peut être des boucles d'oreilles, donc des bagues et plein d'autres choses. Sur ici, donc sur des types par exemple de la peinture. Et le tout, c'est d'être capable de mettre des marques vraiment différentes à chaque individu. L'idée, c'est aussi de mettre des marques qui ne vont pas affecter l'individu selon ce qu'on veut observer. C'est-à-dire si on veut observer la survie, mais qu'on met une marque qui va gêner l'individu, qui va potentiellement réduire sa fitness, voire même son espérance de vie simplement, forcément la survie qu'on va estimer, elle sera biaisée. Et donc ça, c'est intéressant. Il y a une grosse réflexion à apporter sur comment est-ce qu'on marque les individus. Et ça, en général, les gens qui ont beaucoup travaillé sur une espèce en ont une bonne idée. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Donc, on ne part jamais de zéro, à moins d'étudier une nouvelle espèce, mais bon, ça commence à se faire un peu rare. Donc ça, c'est tout ce qui est tag, tout ce qui est marque faite par l'homme. Mais on commence à utiliser de plus en plus des marques naturelles qui ont un énorme avantage, qui est qu'on n'a pas besoin d'attraper les individus, on n'a pas besoin de les stresser. Puisqu'évidemment, quand on attrape l'oiseau pour lui mettre sa petite bague, forcément, il subit un petit coup de stress. D'autant plus qu'il peut y avoir des biais quand on les attrape, parce qu'il peut y avoir un stress et donc l'individu n'a vraiment pas envie d'être réattrapé. Donc ça, dans les modèles, ça se gère, mais ça veut dire qu'il faut le prendre en compte dans le modèle. Il peut y avoir l'effet inverse, si on piège les individus avec de la nourriture pour les appâter et les attraper, il peut y avoir un effet inverse, c'est-à-dire que les individus vont avoir très envie de se faire réattraper parce qu'il y a de la nourriture et qu'au final, ils ne vont pas tant souffrir. Et donc, on peut utiliser plein de marques naturelles. Donc, par exemple, simplement des marques visuelles. Donc là, bon, j'ai mis un scarabée, mais ça pourrait être donc sur les tigres, les zèbres, on imagine facilement. Tant que les marques sont uniques, ça se fait très très bien. Et donc ça, l'avantage, c'est que, notamment sur les gros mammifères, on peut le faire facilement avec des pièges photos. Et donc, on n'a pas besoin de voir les individus. Il y a des pièges à des points précis et il y a des détecteurs de mouvement. L'animal passe, une photo est prise et derrière, on n'a jamais eu besoin d'interagir avec eux directement. Et sinon, on peut aussi utiliser tout ce qui est ADN environnemental. Donc, typiquement, les excréments qu'on va trouver, il suffit d'aller se promener un petit peu sur certains transects et ramasser tout ce qu'on trouve qui a l'air de correspondre à l'espèce, confirmer que c'est la bonne espèce, et puis avec ça, on peut identifier les individus personnellement. Alors, ça requiert un travail un peu gros aussi d'identifier un panel d'amplicons qui permettra d'identifier les individus personnellement. Mais derrière, à nouveau, ça permet de ne pas du tout observer les individus directement et de les avoir. Alors, l'utilisation de ces deux marques, par contre, elle pose une question à nouveau sur l'identification des individus.
On est bien d'accord que si on a tout le génotype d'un individu, il sera unique, sauf qu'on ne sera jamais capable d'avoir tout le génotype parfait de l'individu, déjà parce que séquencer tout son génome, ça commencerait à coûter très cher sur des grosses expériences, et puis parce que l'ADN qu'on récupère, il est d'une qualité assez faible. Et donc, cette qualité assez faible, c'est comme pour les photos elles peuvent être floues. Si la photo est floue, est-ce qu'on sera parfaitement capable d'identifier l'individu? La question, elle se pose, et donc, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que, je l'ai dit, c'est une hypothèse très très forte de dire qu'on identifie parfaitement les individus. Si on a fait des erreurs d'identification, une taille de population, on peut la surestimer énormément. Et une survie, on va la sous-estimer au contraire. Donc, il faut faire attention. Donc voilà, ça c'est pour toutes les méthodes. Donc, évidemment, ce n'est pas forcément tout ce qui existe, mais ça va être les grandes idées de comment marquer les individus. Un point de détail intéressant, c'est que la méthode de capture et de recapture, ce n'est pas forcément la même. Donc par exemple, sur les mouettes, la première capture, souvent, elle est faite au nid. C'est-à-dire qu'on va dans les nids, on attrape les bébés, on leur met une bague. Et puis ensuite, on n'a pas besoin de les réattraper. On peut se mettre dans des affûts comme ça et puis observer à la longue vue les mouettes de loin. On peut observer les bagues. Et donc, on sait qu'on a revu telle mouette. Et on n'a pas besoin de les réattraper pour ça, donc moins de stress. Accessoirement, il n'y a pas besoin de les piéger pour les attraper comme ça. Et pourtant, ce n'est pas la même technique et ça marche quand même très très bien. Les modèles s'en accommodent sans problème. Voilà, donc la première question, taille des populations. Donc ça, c'est des modèles qui vont, en tout cas les modèles les plus généraux sur les tailles des populations, on va considérer des populations fermées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de naissance, il n'y a pas d'immigration, il n'y a pas de mort et il n'y a pas d'émigration non plus. Donc on considère que la population est strictement la même du début à la fin de l'expérience. Sur des gros mammifères qui vivent longtemps, c'est une hypothèse qui est assez simple à faire sur quelques années, ou alors si on fait une session par saison, on sait qui, même si elle n'est pas strictement respectée, fonctionne assez bien. Alors évidemment, sur des insectes, sur plusieurs années, ça commence à devenir compliqué. Mais c'est une hypothèse qui se tient bien, souvent. Et donc, comment ça marche? Bien, donc, on considère une population fermée. On a fait notre expérience, mettons, sur 3 ans. Et donc, après 3 ans, chaque individu a une histoire qui est forcément dans cette liste-là, puisque bon, j'ai listé toutes les histoires avec des 1 et des 0 sur 3 ans. Donc, tous les individus ont une histoire entre H0 et H7. Et il y a une petite différence entre H0 et les autres, c'est que H0, c'est l'histoire qu'on n'observe jamais, puisque par définition, on n'a jamais vu l'individu. Tous les autres, ils ont une histoire observée. Donc ça, si on résume nos données dans un vecteur Y, dans lequel on va avoir en gros le nombre d'individus qu'on n'a pas observé, le nombre d'individus avec l'histoire H1, etc. La question, c'est de savoir combien d'individus avaient l'histoire N0. Enfin, l'histoire H0, puisque c'est ceux qu'on n'a pas observés. Et si on sait combien il y en avait avec H0, dans ce cas, on sait tout. Enfin, on sait combien il y avait d'individus dans la population, en tout cas. Et donc, en fait, le vecteur Y, il suit une loi multinomiale. Et comme il suit une loi multinomiale, essentiellement, le modèle est posé. On peut estimer la taille de la population, donc N ou N0, ça revient à peu près au même. Ça revient au même. Et en paramètre, rapidement, on a donc la taille de la population et on a les probabilités de chaque histoire avec, donc, on peut considérer une probabilité qui varie chaque année. C'est-à-dire qu'on va considérer que chaque année, la probabilité de capture est différente des autres années. On pourrait considérer qu'elle est égale tous les ans. Mais en considérant qu'elle est égale tous les ans, il faut le vérifier parce qu'encore une fois, c'est une hypothèse qu'on fait. On n'en est pas sûr. Ça se teste, même si j'ai l'impression que ce qui fait le plus souvent, c'est simplement de tester les 2 modèles et de regarder lequel rend les meilleurs résultats. Voilà, et donc, bon, ça c'est la probabilité des histoires. Si on prend l'histoire H4, par exemple, la probabilité de cette histoire-là, c'était la probabilité d'avoir observé l'individu la première année, donc P de T, fois la probabilité d'avoir observé l'individu la 2e année, donc P de 2, fois la probabilité de ne pas l'avoir observé la dernière année, donc 1 moins P de 3. Et voilà, et on peut tout écrire avec comme ça.
Et donc ça nous pose tout le modèle. Ça, c'est les bases pour la population fermée. Évidemment, il y a plein de modifications qu'on peut y apporter, notamment de l'hétérogénéité. Là, j'en ai mis dans le temps, c'est-à-dire que chaque année avait une probabilité différente de capture. Il existe des modèles où on va considérer que chaque individu a une probabilité différente de capture. Et donc, forcément, on peut faire beaucoup de choses derrière. Ouais, donc maintenant, pour la survie, ça va être, cette fois-ci, ça veut dire qu'on autorise, pour estimer une survie, il faut autoriser les individus à mourir, sinon ça devient compliqué. Et donc là, évidemment, on dit qu'on va estimer la survie, mais je l'ai dit, c'est une survie apparente. C'est-à-dire que si on considère une seule zone, ce qu'on va estimer dans la pratique, c'est un mélange de la survie réelle des individus et de toute l'émigration qu'il y a. C'est-à-dire qu'un individu qui quitte la zone, aux yeux du modèle, il est aussi bien qu'un individu mort. Donc pour ça, il faut faire un petit peu attention, on n'estime pas directement la survie des individus. Ce que je vais présenter là, c'est le modèle Cormack-Joly-Sever, donc le CJS, un des premiers modèles qui a été développé et on va dire un petit peu la base pour l'estimation de la survie. C'est le modèle le plus simple, c'est-à-dire qu'il n'estime pas du tout les entrées dans la population. Tout ce qui est naissance, immigration, il n'en prend pas, il y fait absolument pas attention. Mais il y a des modèles qui permettent aussi d'estimer ça, tout ce qui est entrée dans la population sans problème. Même si, encore une fois, c'est des entrées dans la population apparentes, donc si on n'a pas l'âge des individus, il n'y a pas de différence entre naissance et immigration. Donc comment ça marche? L'idée, c'est tout simplement de conditionner à la première capture. Comme ça, on ne prend pas en compte le problème d'entrée dans la population. On considère l'existence des individus uniquement à partir du moment où on les a vus. Et donc, ça, c'est les mêmes histoires que la fois d'avant, puisqu'on va rester sur 3 ans. Et si on prend les mêmes histoires que la fois d'avant, on va les regrouper en fonction de la première fois où on les a vus. Donc, la première fois où on les a vus, l'année 1, il y a 4 histoires différentes qu'on peut observer. Si on considère vu la première fois à partir de la 2e année, il y a 2 histoires différentes. 3e année, il n'y en a qu'une. Et donc ça, on va regrouper tout ça dans 3 vecteurs différents. On va avoir Y1, Y2, Y3. Et cette fois-ci, c'est à peu près comme avant, en fait. On a chacun des Y qui suit une loi multinomiale. Donc voilà, Y1 suit une loi multinomiale, où cette fois-ci, on n'a pas la taille de la population, mais le nombre d'individus observés avec vu la première année. Et la probabilité donc de chaque histoire qui va s'écrire en fonction de la survie, de la probabilité de survie, c'est-à-dire ce qui nous intéresse. On cherche la probabilité de survie, donc forcément, si on n'en est pas dans le modèle, on est un petit peu embêté. Et les probabilités de capture, toujours, auxquelles on est obligé de faire attention, puisque si on avait une probabilité de capture de 1, on n'aurait pas besoin de faire ça, mais en même temps, on pourrait simplement faire des ratios et ça serait très pratique. Donc là, on a un problème qui se pose par rapport à avant, c'est que pour écrire la probabilité de survie d'un individu, donc on l'a vu l'année 1, donc on sait qu'il était vivant. L'année 2, on ne l'a pas vu. Mais comme on ne l'a jamais revu après, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas vu? Est-ce qu'on ne l'a pas vu parce qu'il était vivant? Est-ce qu'on l'a pas et qu'on l'a raté tout simplement? Ou est-ce qu'on ne l'a pas vu parce qu'il était mort? Et que comme il était mort, on n'avait aucune chance de le revoir. Pareil pour l'année 3. Est-ce qu'il était vivant? On n'en sait rien. Et donc là, on arrive sur plein de possibilités. Donc si on prend ce petit criquet longévif, la première année, il était vivant, on le sait. La 2e année, donc, il a pu survivre avec une probabilité phi. Et s'il a survécu, il y avait une probabilité 1-P2 de ne pas l'observer. Puis l'année 3, dans ce cas-là, il a pu survivre à nouveau avec une probabilité phi et on n'a à nouveau pas observé avec une probabilité 1-P3. Ou alors, il a pu survivre la première année, on ne l'a pas observé, et il est mort la 2e année. Donc voilà, probabilité 1-phi, il est mort, et cette fois-ci, on sait pourquoi on ne l'a pas observé, probabilité 1 de ne pas le voir. Et dernier cas de figure, il est mort dès le début, et on ne l'a jamais réobservé. Donc ça, évidemment, là, on n'est que sur 3 années, donc ça ne fait pas beaucoup. Éventuellement, sur le plus long, ça fait plus de possibilités. Donc là, on voit bien que pour avoir la probabilité de cette histoire, il faut sommer sur toutes les possibilités qu'il y a là. Dans la pratique, on peut écrire ça de façon récurrente, beaucoup plus simplement. Enfin, plus simplement. On peut écrire ça de façon très pratique à calculer.
mais moins évident à comprendre. Et donc, en fait, on arrive déjà sur une bonne transition pour tout ce qui va être au multi-état et surtout les processus cachés. Donc, multi-état, c'est toutes les classes de modèles qu'on va utiliser pour faire des migrations, des changements d'état, etc. Et tout ça, ça va impliquer des processus cachés. Donc, processus caché, on en a déjà vu un avant. L'individu, il est vivant ou il est mort, et il survit ou il meurt, mais on n'est pas capable d'observer le processus lui-même. C'est uniquement au moment où on observe l'individu qu'on va avoir une information sur le processus qui s'est déroulé derrière, on le réobserve, donc on sait qu'il a survécu. Si on ne réobserve pas, on n'a absolument aucune information sur ce qui s'est passé. Donc le multi-état, donc sur les migrations, l'idée ça va être ça, on va considérer par exemple 3 sites, et puis on a sur ces 3 sites des probabilités chaque année, par exemple, de migrer vers un site ou un autre si on est sur un d'entre eux. Donc on va avoir 3 sous-populations dans chaque site. Et en fait, le modèle, il ne va pas changer beaucoup par rapport à avant, puisqu'on va juste avoir, dans les données, au lieu d'avoir des 0 et des 1, on va pouvoir mettre le numéro du site quand on observe l'individu, ou un 0 quand on ne l'observe pas. Et quand on ne l'observe pas, on ne sait pas sur quel site il est. On verra ça vite fait. Sur les larves, je vous ai dit qu'elles faisaient 4 stades. Donc voilà, stade 1, 2, 3, 4. Hein. Et contrairement au site, là, vous voyez que c'est un peu la même idée. Il va y avoir une transition d'un site à un autre, enfin d'un stade à un autre. Par contre, on n'a pas de retour en arrière. Là, si un oiseau peut migrer du site 1 au site 2, puis il peut revenir au site 1, sur la larve, si elle revient au stade 1, c'est qu'on s'est raté quelque part, probablement. On peut regarder des choses encore différentes, par exemple, sur les oiseaux. Ce qui est pas mal fait sur le succès reproducteur des oiseaux, par exemple. On va considérer 3 états possibles pour un oiseau. Ça va être l'état juvénile, donc il n'est pas capable de se reproduire parce qu'il est trop jeune. Ou alors l'état adulte, mais il ne se reproduit pas cette année. Ou alors l'état adulte et il se reproduit cette année. Et donc ça, j'ai oublié une flèche, logiquement, il pourrait devenir adulte et se reproduire cette année. Après, on met les contraintes qu'on veut sur les transitions. Hein. Et donc ça, c'est encore quelque chose de différent où on a juste mis un état reproducteur ou pas. Et à partir de ça, l'idée, ça va être d'estimer ici, par exemple, quelle est la proportion, quelle est la proportion d'individus dans chaque catégorie. Et donc avec ça, on peut estimer combien d'individus se reproduisent. Là-dessus, on va pouvoir estimer quelle est la taille de population dans chaque site. Ou alors, est-ce qu'il y a des différences de survie selon le site? Ici, on va pouvoir regarder s'il y a des différences de survie en fonction du stade larvaire. On s'attend à ce qu'il y en ait, donc on est en même temps un petit peu obligé de considérer chaque stade. Et donc, le multi-état, ça va nous permettre de regarder plus de détails souvent sur des choses qu'on n'a pas pris en compte avec des modèles à un seul état. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière? On se présente souvent comme ça, c'est-à-dire qu'on va avoir un processus qui est caché, qu'on n'observe pas, et de ce processus, on fait une observation. L'observation, ça va être l'histoire de capture, hein, simplement, pour chaque individu. Donc, si on prend un exemple avec le site, vous voyez, au début, l'individu, mettons, il était dans le site 1, on l'a observé, donc on a fait un 1. La deuxième année, on a vu 0, mais en fait, il était sur un site, juste on ne sait pas lequel. A priori, il pouvait être sur n'importe lequel des 3 sites et simplement, on ne l'a pas observé. Ensuite, il a migré, on sait qu'il a migré au moins une fois de là à là, puisqu'il s'est retrouvé sur le site 3, et etc. Et donc, on a une histoire qui est plus compliquée qu'avant, puisqu'on avait juste des 0 et des 1. Maintenant, on a des 0, des 1, des 2 et des 3. Mais dans la pratique, si on est en population fermée, c'est comme avant, on va avoir... si on résumait toutes les histoires possibles dans un vecteur Y, on aurait à nouveau une loi multinomiale et le modèle entièrement posé. Simplement, on a des probabilités de transition d'un site à un autre ou des probabilités de migration qui viennent se rajouter dans le modèle. Et en fait, pour toutes ces catégories, ça va être à peu près la même chose. Il suffit d'indiquer dans les histoires quel stade ou quelle île et d'avoir des probabilités de transition qui sont contraintes dans le modèle. C'est-à-dire que dans le modèle,
pour les larves, la probabilité de transition du stade 1 au stade 3 directement, on dit qu'elle est égale à 0 et on n'a pas de problème. Voilà. Et donc, je vais en profiter pour parler un peu de mon sujet de thèse. Donc, j'ai dit que je travaillais sur les erreurs d'identification parce que je travaille sur les larves de moustiques et vous vous doutez que ça ne va pas être facile de faire de la capture-recapture sur les larves de moustiques. Donc, comment est-ce que ça marche? L'idée de base, c'est ça, c'est d'aller dans une petite mare, petite idéalement, un petit gîte larvaire, de prélever des larves, de les mettre dans de l'eau sans contaminant, sans ADN contaminant, et puis après 12 à 24 heures, remettre les larves d'où elles viennent et extraire l'ADN de l'eau dans laquelle elles ont trempé. Donc extraire l'ADN, il n'y en aura pas beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs qu'on espère encore que ça marchera. Le protocole est en train d'être développé par une équipe à l'IRD et on espère que ça marchera. Et donc forcément, par contre, on ne va pas avoir beaucoup d'ADN et même si ça marche, on sait qu'on ne pourra pas se permettre, comme sur ce qui se fait habituellement, de jeter les données avec une qualité trop faible, avec une qualité un peu intermédiaire où on sait qu'il y a un risque de faire une erreur parce que sinon, il ne restera rien. On n'aura plus aucune capture et donc on ne pourra rien estimer. Donc l'idée, ça va être de conserver quand même les histoires un peu douteuses et de prendre en compte les erreurs d'identification. Donc qu'est-ce que ça peut être une erreur d'identification? Si on a une petite larve, si sa réelle histoire, après toute la série d'expérimentation, ça devait être ça, donc vu les jours 1, 3 et 4, peut-être qu'en réalité, on s'est raté et le jour 3, on n'a pas été capable de la reconnaître. Donc on l'avait capturée, on l'a relâchée, on a extrait son ADN et simplement, on n'a pas reconnu à partir de l'ADN qu'on a extrait que c'était elle. Donc, on a créé un nouvel individu, on dit « Ah, on l'a vu pour la première fois, celui-là. » Et sauf que cet individu, il n'existe pas. Forcément, puisque c'était la larve d'avant, en fait. Comme il n'existe pas, on vient de créer un fantôme. Ce fantôme, on ne sera jamais capable de le revoir, puisque de toute façon, il n'existe pas. Et la probabilité qu'on fasse la même erreur à nouveau, on considère globalement qu'elle est nulle, ou quasiment. Et donc ça, vous vous doutez bien que si on compare juste ce tableau-là et celui-là, là, il y a beaucoup plus de zéros dans le deuxième. Et comme il y a beaucoup plus de zéros dans le deuxième, c'est là qu'en fait, le modèle il va sous-estimer la survie des larves énormément. Parce que déjà, on fait apparaître un individu qu'on a vu une seule fois. Donc après, le modèle il va croire que l'individu est mort très rapidement. Et puis, si régulièrement, l'erreur, on l'a fait sur la dernière capture de la larve, ça veut dire que potentiellement, elle est morte un peu plus tôt aussi aux yeux du modèle. Donc, on va sous-estimer la survie énormément. Donc ça peut se prendre en compte. Donc ça c'est ce qu'on a vu avant, où on a des histoires de capture. Donc, imaginons qu'on ait ce 3-là. On résume tout ça dans Y. Y, c'est une loi multinomiale. Jusque-là, on est content. Si, pas de bol, la dernière histoire, c'était un fantôme, dans ce cas-là, Y issu d'une loi multinomiale, c'est faux. Et comme c'est faux, c'est à cause de ça qu'on fait des erreurs d'estimation. Donc, la solution... c'est les processus cachés encore, c'est d'avoir des histoires latentes. Donc, des histoires cachées qu'on ne connaît pas. C'est, on va dire, un peu leur vraie histoire de capture, dans lesquelles on va remettre les fantômes à leur place. Donc, si celle-ci, c'était un fantôme, on va le remettre dans sa vraie histoire, qui était peut-être celle-ci, on va le remettre à sa place. On va juste noter avec un 2 dans l'histoire. Et donc là, on va avoir peut-être les vraies histoires de capture, dans lesquelles on sait qu'on a fait des erreurs. On peut résumer tout ça dans un vecteur X, et dans ce cas-là, X est une loi multinomiale. Et donc, on est retombé sur nos pattes et on va pouvoir estimer les paramètres du modèle. Donc, si on cherche à estimer la taille des populations, ça sera la taille de la population. Si c'est la survie, ça sera la survie. Ça marche pour les deux. On va simplement avoir deux paramètres, on va dire, de nuisance qui sont la probabilité de capture, toujours, et cette fois-ci, la probabilité d'identifier correctement un individu. Donc, il y a plus de paramètres qui se rajoutent, ce qui veut dire qu'on a besoin d'un peu plus de données. Mais comme l'objectif, justement, c'est de conserver des données, on va dire qu'il y en a. Donc, comment est-ce que ça marche pour de vrai? Donc, il y a pas mal de logiciels qui permettent de faire ça. Ouais. Et notamment, il y a une syntaxe pour tout ce qui est capture-recapture qui est très utilisée et qui est très pratique surtout. C'est le syntaxe Bugs.
donc Bayesian Inference Using Gibbs Sampling, donc qui permet de faire des estimations avec du bayésien. Donc ça ressemble à ça. Donc, ce que je vais vous présenter là rapidement, c'est le CJS que j'ai présenté avant pour estimer les survies. Tout le modèle s'écrit comme ça. Donc on va préciser d'abord les priors du modèle. Donc la probabilité de survie, a priori, c'est une loi bêta, donc uniforme. 1, ça fait une loi uniforme sur 0,1. La probabilité de capture, on va considérer qu'elle est fixe pour ne pas s'embêter. Pareil, a priori, on ne sait rien sur elle, donc elle est uniforme. Et derrière, il nous reste à préciser la vraisemblance du modèle. Et c'est là que Bugs est très pratique parce qu'on peut mettre facilement dedans un modèle d'état. Donc ça va être Z là. Ce modèle d'état, en gros, c'est une grosse matrice qui refait une histoire par individu et qui va contenir sa vraie histoire de survie. Est-ce que, en gros, dans Z, l'individu I, est-ce que à T, il était vivant ou pas? Il y a un 1 s'il est vivant, il y a un 0 s'il est mort. Et donc, pour chaque individu, on initialise la première fois qu'on l'a vu. Le F1 de I, c'est la première fois qu'on l'a vu, cet individu, il est vivant. Et ensuite, on peut préciser le modèle qui est que, à chaque fois, l'individu il avait une probabilité phi de survivre, à condition d'avoir été vivant avant. Et ensuite, on a un modèle d'observation, qui est donc les observations qu'on a réalisées à partir du modèle d'état, qui était, s'il était vivant, en gros, l'individu, eh bien, on a une probabilité une probabilité P de le voir. Et donc, on a un 1 avec une probabilité P. Si l'individu était vivant, évidemment. Donc ça, c'est une syntaxe qui est très pratique parce qu'on va pouvoir écrire facilement des modèles très, très compliqués avec ça. Et surtout, derrière, en fait, la plupart des logiciels, simplement à partir de ça, vont pouvoir estimer très facilement vont pouvoir estimer les paramètres juste à partir de ça. Juste en écrivant ça, les logiciels savent quelle loi utiliser et comment construire une chaîne de Markov pour estimer facilement tout ça. Donc, les logiciels qui utilisent la syntaxe avant, typiquement, il y a Winbugs, bon, c'est un peu le logiciel historique sous lequel ça a été développé, que personne, je l'espère, n'utilise encore. Jags, qui a été porté sous R avec RJags, et plus récent, Nimble. Donc, ça, c'est des modèles qui peuvent être un peu longs parfois à calculer. Nimble, il a été fait justement parce que, comme parfois c'est un peu long, il vient compiler le code en C++, et c'est beaucoup, beaucoup plus rapide. Que du plaisir, voilà, utilisez Nimble si jamais vous devez faire de la CMR, ça va plus vite. Il y a aussi Mark, sinon, je ne peux pas en dire grand-chose puisque je ne l'ai jamais vu tourner moi-même, je ne sais même pas à quoi ressemble l'interface, mais si j'ai bien compris, c'est, on va dire, plus simple d'utilisation, moins de code à faire, et qui a été porté sous R aussi avec RMark. Voilà, donc un petit exemple, si j'avais eu mon PC, je vous aurais montré le code directement. Un petit exemple avec sur la CMR, le CJS, donc le modèle juste avant que je vous ai montré. Si on le fait tourner sur les données traditionnelles du Deeper, on va avoir ça. C'est-à-dire qu'on avait deux paramètres, phi en bas et p en haut. Donc P, c'était la probabilité de capture. Après avoir fait tourner le modèle, on voit que la probabilité de capture, la moyenne, elle est autour de 90%. Et ce qui nous intéresse réellement, la survie, on va voir qu'elle est autour d'un peu supérieure à 55. Voilà, donc on a à peu près ce qu'on voulait. On sait que d'une année à l'autre, l'individu il a une chance sur deux de survivre à peu près, en moyenne évidemment. C'est là qu'on en revient un petit peu à nouveau à la discussion de cet après-midi c'est du en moyenne. Évidemment, il n'y aura pas d'individu qui va survivre 100 ans juste parce que, coup de bol, il a survécu 100 ans, il a fait des GP corrects. Reste qu'il a une espérance de vie qui est un petit peu indépendante du fait que ce soit une chance sur deux de survivre. Voilà. Petite conclusion sur d'autres choses qu'on peut faire. Donc, capture-recapture. On peut intégrer très facilement des covariables d'environnement. Donc, par exemple, ça va être la température moyenne sur l'année, par exemple, ou sur la période qu'on a regardée, elle peut jouer sur la survie des individus. On sait typiquement, nous, que les larves de moustiques qu'on regarde, on va vouloir estimer leur survie.
la survie des larves de moustiques, elle va dépendre, entre autres, de la température de l'eau dans laquelle elle baigne, elle va dépendre de la salinité de l'eau dans laquelle elle baigne. Et donc, tout ça, c'est des covariables qu'on peut intégrer assez facilement au modèle. Donc, on peut intégrer de l'hétérogénéité, j'en ai parlé rapidement, l'hétérogénéité de capture dans le temps ou par individu. Quelque chose qui se fait beaucoup pour choisir quel modèle on veut utiliser, une fois qu'on a décidé qu'on pouvait mettre des covariables ou ne pas en mettre, une fois qu'on a décidé qu'on pouvait mettre de l'hétérogénéité ou pas en mettre, c'est de tester tous les modèles et de faire une sélection de modèles avec de l'AIC. Il existe des méthodes de goodness of fit pour vérifier à quel point les estimations qu'on a fait, elles sont vraiment cohérentes ou est-ce que le modèle il a sorti quelque chose parce qu'on lui a demandé de sortir quelque chose. On peut faire, et là sur ces deux derniers points, j'ai très peu touché, donc je ne vais pas pouvoir parler trop dans le détail, mais on peut intégrer des données spatiales. Il y a plein de modèles spatiaux, notamment je parlais au début, j'avais parlé de pièges, donc de pièges photos qui sont localisés dans l'espace. Ça, c'est une information qu'on a, c'est-à-dire qu'on a pris la photo, mais la photo, on l'a prise à tel endroit, donc l'individu, il n'était pas n'importe où. Quand on ramasse des crottes pour extraire leur ADN, c'est pareil, on sait où on les a ramassés, donc on a de l'information là-dedans, et tout ça, c'est de l'information qui vient se rajouter très très bien dans les modèles, et qui apporte beaucoup quand on est capable de l'avoir. Dernier point assez intéressant, c'est tout ce qui est le Closkin mark recapture. Donc, c'est des méthodes qui ont été pensées plutôt, en gros, l'idée, c'est de se dire plutôt que de rattraper l'individu même pour le recapturer, on va considérer que si on rattrape sa progéniture, c'est un peu comme si on l'avait rattrapé lui. Parce que finalement, au jeu de la vie, lui, il est mort, mais il a réussi à transmettre ses enfants, c'est pas si mal. Et donc, c'est des méthodes qui, simplement, plutôt que de recapturer l'individu, si on recapture ses enfants, ça compte aussi. C'est très utilisé notamment pour estimer les populations de poissons, puisque souvent, on a beaucoup de données de pêche, et sauf qu'une fois qu'on a pêché les poissons, on ne les reverra pas. On ne les reverra pas, mais si on peut les identifier rapidement avec l'ADN et qu'ensuite on recapture, on peut avoir la parenté entre eux, voir ça en est un parent très proche, donc on va considérer qu'on l'a recapturé. Donc évidemment, le modèle se présente mathématiquement différemment, mais c'est la même idée qu'il y a derrière. Voilà. Et donc, à retenir globalement, la CMR, c'est pour faire de la démographie animale. C'est pour estimer des paramètres démographiques, donc taille des populations, survie, migration. J'ai parlé de covariables rapidement à la fin, mais donc ça permet d'estimer l'effet de ces covariables, parce que ça peut être le paramètre d'intérêt direct. On veut savoir quel effet a un paramètre environnemental sur la survie, notamment. C'est des méthodes qui sont très puissantes, puisque on va estimer de façon assez précise tous ces paramètres. Par contre, elles requièrent pas mal de préparation, une grosse phase de terrain où il faut aller observer les individus. Il faut y aller même plusieurs fois. Et il faut y retourner, et il faut même, si on fait avec de l'ADN environnemental, ça veut dire qu'il va falloir séquencer tout ça. Si on fait avec des photos, il y en a pas mal d'expériences où ils identifient les photos à l'œil nu, ce qui veut dire qu'il faut pas mal de temps pour comparer tous les individus les uns avec les autres. Donc ça prend du temps à mettre en place. Par contre, on peut avoir d'excellentes estimations à la fin. Voilà. Et si vous avez des questions, on peut y aller maintenant. Merci. Alors, un commentaire. Merci pour cette présentation, en tout cas, parce que c'était super clair pour des choses qui sont un peu difficiles à comprendre. Donc, super. Donc, juste un commentaire, parce que en fait, les CMR, ils sont beaucoup utilisés, pas seulement avec les animaux, mais aussi avec les plantes. On n'a pas besoin de marquer les plantes, on ne peut pas s'échapper, mais par contre, on a besoin de retourner plusieurs fois la même saison, voilà. Et donc, on peut estimer des probabilités de détection, ce qui permet ensuite, sur plusieurs années, d'estimer des probabilités de colonisation-extinction et de les mettre dans un contexte de métapore. Donc, voilà, c'était juste pour dire, ce n'est pas que pour les animaux. En fait, c'est des modèles qui ont eu une influence énorme dans tout ce qui est études
occupancy, je ne sais pas comment on traduit ça en français, et la relation avec l'environnement. Oui, effectivement. C'est vrai que j'ai un point de vue très centré sur les animaux, puisque je travaille dessus et c'est même dans l'équipe, c'est surtout des animaux. Mais dans la pratique, ça peut se faire sur n'importe quelle population dans laquelle il y a des individus distincts. Il n'y a pas de problème. Ça peut se faire sur l'homme aussi, si on veut travailler sur... il n'y a pas, tant qu'il y a des individus distincts, que ce soit une population végétale, animale, champignon ou... Et justement, il n'y a pas besoin d'individus distincts quand tu travailles sur présence-absence. Ah. C'est juste présence-absence d'une espèce de plante. Si tu l'as raté aujourd'hui, mais que tu la détectes demain, et que tu la rates de nouveau le 3e jour, tu peux estimer ta probabilité de détection, ce qui te permet, sur plusieurs années, d'estimer une probabilité de colonisation, extinction, etc. Il y a d'autres questions? Une question de curiosité par rapport à la statistique. C'est quoi la temporalité de capture? C'est encore à voir exactement combien de temps on va passer. Par contre, l'idée, c'est de passer tous les jours. Parce qu'évidemment, si on passe tous les ans, ça va être compliqué de revoir les mêmes. Mais comme notamment les terrains d'intérêt, c'est là où il y a le paludisme surtout. Donc là-bas, globalement, il leur faut 1 à 2 semaines maximum pour émerger. Ce qui veut dire qu'on va passer tous les jours. Et par contre, il y a une contrainte un peu lourde qui est que comme on met 12 à 24 heures de capture pour pouvoir extraire leur ADN, on est obligé de les conserver 12 à 24 heures sans contaminants. Sans contaminants, ça veut dire qu'ils sont essentiellement dans de l'eau avec du sel. S'il n'y a pas de sel, ils meurent. Ils sont dans une eau juste à l'équilibre osmotique et donc en fait, ils n'ont rien à manger pendant toute cette période-là. Donc l'idée, ça va être de s'interdire de les recapturer le lendemain. Celles qu'on a capturées, donc en gros de faire une capture, de revenir le lendemain, faire la capture du lendemain, puis relâcher la veille. Et donc d'avoir chaque larve maximum 1 jour sur 2. Et par contre, on passe tous les jours pour avoir un maximum de données sur la période. Du coup, là, le paramètre qui vous intéresse, c'est la survie. Ouais, c'est la survie en fonction des stades et idéalement en fonction, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de regarder la survie, comment elle se comporte en fonction, j'ai parlé des covariables environnementales, surtout la salinité de l'eau, la pollution, tout ça, pour voir un petit peu comment elle s'adapte notamment à tous les environnements urbains dans lesquels les spots d'eau sont pollués. Bon, merci pour la super présentation. Du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, je me demande si tu prends en compte dans tes modèles le fait que tu relâches en même temps que tu recaptures d'un jour à l'autre. Oui, simplement, on considère pour chaque larve que sa probabilité d'être recapturée le lendemain, c'est 0. On sait qu'on ne peut pas la recapturer si on vient de la capturer. Ouais. Je ne sais pas trop combien, par rapport aux moustiques aussi, merci pour la présentation. Ça évolue combien de fois en 15 jours la larve? Parce que tu ne pourrais pas te débrouiller pour récupérer les œufs de suivi et faire la donne sur les œufs. Il mue entre chaque stade. Le truc, il y en a 4. Ouais, il y a 4 stades, plus une nymphe. Donc, il mue tous les 4-5 jours. Ça dépend des stades aussi. La durée, le temps qu'ils mettent dans chaque stade n'est pas le même. Notamment, juste avant la nymphe, ils mettent plus de temps sur le dernier stade puisqu'ils préparent la nymphe et donc il faut accumuler plus d'énergie. Donc ça dépend un peu. Après, l'inconvénient, c'est comme dans l'eau où ils mangent un peu tout. Les mues, on ne les retrouve pas. Il n'y a pas moyen de récupérer les mues. On ne considère pas, parce que j'en ai pas parlé, mais sur toutes les questions de survie, il y a des modèles qui considèrent qu'on peut retrouver un individu mort, parce que sur des mammifères, ce n'est pas inconcevable de se dire il est mort, mais il y a sa carcasse, et donc on le trouve et on le reconnaît. Surtout pour les oiseaux, souvent, il est mort, mais il y a sa bague, on a retrouvé le cadavre avec la bague. Donc là, typiquement, sur les larves, en fait, surtout si la densité est un petit peu élevée, dès qu'un individu meurt, il va se faire charogner par les autres. Et donc, pour les mues, je pense que c'est pareil, ça va être décomposé très vite et on ne reverra pas. Ouais. Moi, j'ai une question qui est un peu liée à ça, c'est sur les trucs d'identifiabilité par rapport aux fantômes et aux erreurs de détection. Ouais. Je n'ai pas vraiment compris comment
Pour moi, il faudrait des repasses où il faudrait, tu vois, que ton eau, tu la sépares en deux pour avoir 2 réplicas d'extraction pour estimer ta probabilité d'erreur d'identification. Et je n'ai pas compris si tu avais ça dans ton modèle ou si, indépendamment de ça, tu arrivais à estimer cette probabilité d'identification. On n'a pas ça du tout dans le modèle. On pourrait, hein, a priori, mais on n'a pas ça du tout dans le modèle. On a simplement, même si on a un seul réplica et que donc on identifie la larve à partir de ça, en fait, a priori, on n'a aucune idée de quelle capture et va être ou non une erreur. Bon, toutes celles qu'on a associées à une autre, on considère que ce n'est pas une erreur, puisqu'elles ne sont pas toutes seules. Par contre, effectivement, toutes celles qui sont toutes seules, et il y en aura, toutes celles-là, ça sera des erreurs potentielles. Et en fait, c'est un peu plus dur d'expliquer comment on s'en sort, mais l'idée, c'est juste, si je reviens dessus, c'est là, qu'en gros, on génère un set avec des histoires latentes. Et le taux d'erreur, c'est simplement le taux de 2, la proportion de 2 sur le nombre de captures, sur le nombre en gros de valeurs qui sont des 1 ou des 2. La proportion de 2, c'est le taux d'erreur. Et en fait, oui, mais tu pourrais aussi avoir des vraies histoires où tu as chopé l'individu qu'une seule fois. Bien sûr, bien sûr. Et donc, l'idée, par contre, c'est juste que si on a assez de données, en gros, si tout se passe bien, ce qui est le cas, tant qu'on a une probabilité de capture qui n'est pas trop faible, parce que j'ai fait des tests, justement, j'ai regardé un petit peu ça, si la probabilité de capture est un peu faible, on ne s'en sort pas du tout. Mais par contre, dès qu'on est au-delà de 40% de capture, sur 5 sessions par exemple, il n'y a pas de problème. En fait, on va dire que la proportion de 2 sur le total de capture dans le tableau, le maximum de vraisemblance, ça va correspondre à peu près ça va correspondre en gros à la réalité. Donc c'est juste que la situation la plus vraisemblable. Tu n'as jamais le cas où tu l'as capturé une fois. En gros, il va y avoir. De toute façon, après, on fait une chaîne de Markov. Hein, c'est ce qu'on fait. Je ne vais pas détailler ce que c'est, mais en gros, on va le faire plein de fois. C'est-à-dire qu'on va le faire plein de fois et là, il y a 10 000, là, il y a juste 10 000 itérations. Ça veut dire qu'on a 10 000 sets différents dans lequel il y a des 1, des 2. Et donc, pour chaque individu, il a une histoire cachée. Et donc, chaque individu a 10 000 histoires cachées différentes. Et en fait, il y a un état, il y a réellement un endroit au maximum de vraisemblance qui correspond dans la pratique au nombre d'erreurs qu'on a fait dans la réalité. Parce que sinon, en gros, si on en met trop, si on fusionne trop d'histoires comme ça ne sera pas vraisemblable. Par rapport au taux de capture et par rapport au nombre d'individus observés, ça sera moins vraisemblable que si on en fusionne le bon nombre. Et tu ne prends pas en compte le génotype des individus pour les fusionner, c'est-à-dire que même si c'est une erreur, il va y avoir un certain apparentement. Est-ce que tu les fusionnes de manière aléatoire ou est-ce que tu prends en compte? Pour l'instant, le modèle de base, il y a 0 information génétique, il y a des 0 et des 1. Et c'est ce qu'on est en train de faire là. On est en train de regarder pour l'instant déjà plus simple, parce que ça va commencer, ça va être. On est en train d'y réfléchir, mais pour un peu après, parce que ça va être un problème plus gros. On est déjà en train d'essayer d'intégrer en gros la qualité du génotype qu'on a observé. Parce qu'évidemment, on a observé un génotype pour chaque capture, pour réaliser les identifications. Et on est en train de regarder, chaque génotype, il y avait une qualité, et l'identification, on a plus ou moins de chances de se rater selon la qualité de l'observation. Et par contre, les fusions sont faites un peu au hasard. À terme, l'idée, effectivement, c'est d'utiliser les parentés la parenté entre chaque génotype pour, dire ils avaient plus de chances d'être ensemble, ou alors 0 chance. Et, ça. Juste pour rebondir là-dessus, il y a des modèles qui ont été faits sur les oiseaux, du coup, sur les lectures de vagues, où tu sais que tu as plus de chances de confondre un 8 avec un certain numéro, et du coup, tu as des modèles pour essayer de prendre en compte ce qui reviendrait selon ton génotype, lequel. Et du coup, aussi, sur d'autres études, moi, quand j'ai travaillé un peu sur les erreurs d'identification, il y avait une étude pilote où, par exemple, sur les crottes de loup en France, ils ramassent de l'ADN dégradé en labo avant pour bien vérifier à peu près, faire une estimation préalable de quel est le taux d'erreur auquel tu vas t'attendre sur ce type de matériel. Et du coup, cette info, par exemple, si tu dis que c'est les 15%, tu peux le rentrer aussi comme une information a priori dans ton modèle pour aider. Et ça, d'ailleurs, j'ai testé un petit peu, parce que oui, on peut tester a priori en labo
on va tester le protocole sur des larves qu'on a isolées et que donc on connaît. Et si on les identifie comme ça, on va avoir une idée a priori du taux d'erreur qu'on va faire. Et sur les tests que j'ai fait, effectivement, estimer a priori le taux d'erreur, ça aide. Si on peut tomber en haut, on peut diviser le taux de capture par 2 et on s'en sort encore sans problème. Et sinon, tu as des questions? Ouais, j'ai 2 petites questions. Au niveau, par rapport justement à la génétique, quand on utilise des marqueurs pour reconnaître les individus, on utilise combien de locus, hein? Alors ça dépend déjà du type de marqueur qu'on utilise. Donc microsat ou SNP, ça va pas être tout à fait les mêmes. D'ailleurs, pour tout ce qui est environnemental, ce qui se fait de plus en plus, ça va être des SNP, parce que les fragments sont plus petits, donc ils ont plus de chances déjà d'être intacts dans l'ADN qu'on échantillonne. Ils ont plus de chances d'être répliqués derrière. Donc, typiquement, nous, on part sur des SNP. Sur des microsats, en général, ils sont autour d'une dizaine de loci. Sur des SNP, nous, il y en a beaucoup plus. Enfin, il en faut plus, puisque on considère que c'est forcément biallénique. Mais donc, on en regarde, nous, il y en a beaucoup plus. Je ne sais plus trop quels étaient les stats sur le panel, mais il y a beaucoup plus de loci. D'accord, mais du coup, c'est des SNP que tu obtiens par séquençage faible profondeur. Alors, ça dépend. La plupart des méthodes, c'est répliqué avec des PCR. Et nous, là, ce qu'ils espèrent faire, comme dans l'idée, on aura beaucoup d'individus. Et on aimerait bien minimiser un petit peu tout le séquençage. C'est faire avec... il y a une publi là-dessus du Genotyping in Thousands, où en gros, c'est du séquençage next-gen avec, en gros, multiplexage. Où dans la publi d'origine, ils disent qu'ils ont séquencé en même temps 22 000 individus et qu'il n'y a pas de problème, ils ont les 22 000 sans problème. Et donc, ils veulent partir là-dessus, sur les larves de moustiques, parce qu'effectivement, on aura énormément d'échantillons, donc si on peut faire un minimum de séquençage, c'est tant mieux. Moi, c'est sur cette partie-là, en fait, c'est technique, c'est pas forcément le plus important, mais donc l'objectif, c'est à partir de l'ADN dans ton eau, avec l'ADN de plein d'individus, d'identifier des génotypes individuels. Ouais. D'accord. Donc, ce que tu as, c'est un mélange d'ADN, une espèce de pool d'ADN. Okay. Tu as un pool d'ADN, en fait, dans ce que tu extrais, c'est un pool d'ADN de plein d'individus. Non, ce qu'on extrait, justement, c'est un seul individu. Comme on les isole, en gros, on prend une larve, on la met dans un tube avec son eau pure, ouais. Et 12 heures après, ou idéalement 12 heures, on l'extrait et on a son ADN à elle. Oui, d'accord. L'expérience est lourde. Le protocole est très, très lourd. Mais si tu faisais un séquençage, je ne sais pas, il y a tellement de technologies de séquençage, mais long grid suffisamment long, en fait, avec des lectures suffisamment longues pour avoir des haplotypes. Alors, j'avoue que là, je ne maîtrise pas trop. Je sais que ça existe. Je sais qu'il y a des techniques, effectivement, pour estimer même les tailles pour avoir des estimations de taille de population à partir de juste séquencer ce qu'on trouve. De taille de pop, mais juste, ça me paraissait compliqué. J'avais mal compris que tu isolais tes larves à partir d'un pool, d'arriver à avoir des génotypes individuels. Mais voilà, c'est parce que Ouais. Ça existe d'autres méthodes pour marquer les larves de moustiques? Des méthodes qui normalement ne sont pas très efficaces. Ça existe ou pas? Non, typiquement sur les larves de moustiques, ça sera très certainement la première fois que ça sera fait. De la capture-recapture, ça a déjà été fait plutôt sur des moustiques, où par contre le marquage il ne va pas être individuel, ça va être une marque globale on prend des moustiques, on élève des moustiques qui sont marqués, tous avec simplement, ça va être il y a plein de marqueurs différents pour les insectes, je sais qu'ils existent, même si je n'y connais pas grand-chose dans le détail. Ils sont relâchés et ensuite on les recapture dans la zone, on voit jusqu'où on en trouve et jusque quand on en trouve, et on peut estimer avec ça de la dispersion, de la survie quand même un petit peu, puisqu'on sait jusque quand on en trouve, et voilà un petit peu tout ça.
Merci. Peut-être de toute façon, on pourra encore discuter cet après-midi. Je vous propose qu'on enchaîne avec la présentation de Raphaël, qui va nous parler plus d'estimation basée avec la méthode de génomique des populations. Il faut mettre son zoom là. Non, mais c'est bon, c'est bon. À droite, non, c'est bon. À droite, c'est bon. Voilà, voilà. Et après, partage. Voilà, partage. Sauf que je l'ai ouvert avec quoi? Tu peux mettre en droite. C'est où? Peut-être à droite, là. Ok. Et si tu peux peut-être juste réduire la fenêtre à droite, tu sais, avec tous les. Ouais, ici, ouais, si tu peux juste là. Nickel, merci. Est-ce que vous voyez bien mon écran, ceux qui sont en Zoom? Oui. Ah, si. Merci. Ok. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je vais vous parler d'inférence de paramètres démographiques à partir de données génétiques ou génomiques. Je ne vais pas faire la différence. Hein. Quand je dis génétique ou génomique, pour moi, c'est la même chose. Ça va être un peu plus austère que la présentation précédente. Je n'ai pas de jolies photos entre les transitions et tout. C'est tout du texte brut. Et c'est un ensemble de petits bouts, donc parfois c'est un peu décousu. N'hésitez pas. Donc je pense qu'on aura largement le temps de discuter cet après-midi. Donc si vous avez des questions, plus de discussions, je pense qu'on peut les garder pour cet après-midi. Ma présentation n'est pas très courte, on va dire. Et par contre, si vous avez des questions de compréhension et qui vous gênent vraiment, arrêtez-moi et vaut mieux. Voilà, le but, c'est qu'on avance et que vous compreniez et qu'après, on ait des discussions plus larges cet après-midi. Ça vous va? Okay. Voilà, donc en gros, c'est un peu mon plan. Donc, les inférences démographiques indirectes, on va voir que j'entends à partir de données génétiques. Et notamment, je vais vous parler pas mal des modèles d'isolement par la distance et d'estimation de la dispersion au niveau local. Donc, tout d'abord, pourquoi on peut utiliser les données génétiques pour faire de l'inférence démographique? J'imagine que pour les généticiens d'époque, c'est assez clair, mais pas forcément pour les autres. Donc, l'idée, c'est quoi la génétique de la population? La génétique des populations, c'est analyser les processus qui contrôlent le polymorphisme génétique. Le polymorphisme génétique, c'est la variabilité génétique. Et donc, quand on parle de polymorphisme génétique, on parle de variabilité génétique dans le temps et dans l'espace au niveau des populations. Donc, c'est d'une part décrire le polymorphisme génétique et sa distribution au sein des populations, entre individus, voire parfois entre espèces, et inférer les processus, les forces évolutives qui ont amené à cette répartition du polymorphisme génétique qu'on observe. Le but, c'est d'essayer de comprendre comment l'évolution marche.
Pour ça, alors au tout début de la discipline, c'était essentiellement théorique. Et puis après, rapidement, on a eu accès, pas forcément rapidement, mais on a eu accès petit à petit à des marqueurs génétiques qui permettaient de savoir, voilà, sur des individus réels, quel était un peu leur génotype, puis leur génome. Et aujourd'hui, bien sûr, on a accès à potentiellement des génomes complets de plein d'individus, même si c'est encore parfois très cher. Donc, dans quel cadre on se place globalement? Dans quel cadre je me place là pour mon exposé? C'est dans le cadre de l'inférence. L'inférence, en gros, c'est utiliser des données génétiques pour essayer de comprendre les processus qui ont généré cette variabilité. Donc, en fait, en gros, c'est qu'il y a plein de forces évolutives, notamment il y a la sélection, la mutation, la dérive, la recombinaison, la migration. Il peut y avoir aussi des systèmes de reproduction et d'autres choses. Ces forces évolutives, elles agissent sur les populations naturelles et leur effet, c'est notamment la répartition et la variabilité génétique qu'on peut observer dans ces populations. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, pour faire de l'inférence? En fait, on va sur ces populations, on les échantillonne, c'est-à-dire qu'on recueille, ou on est capable de recueillir, on est capable d'avoir une image des données génétiques d'un certain nombre d'individus à un moment ou à plusieurs moments dans le temps. À partir de ces données génétiques, donc qui sont liées aux marqueurs qu'on va utiliser, ça pouvait être des allosimes au début, puis des microsacs et aujourd'hui des SNP ou des génomes entiers, on va utiliser ces données pour essayer d'inférer les différentes forces évolutives qui ont donné ce qu'on a observé. Et donc moi, je vais vous parler pas mal de ce qu'il y a derrière ce mot inférence, quand on s'intéresse notamment aux forces évolutives qui sont liées à la démographie. Et là, on pourra se poser la question. Alors, typiquement, ce qu'on voit souvent en génétique des populations, c'est des modèles comme ça, où on a des populations avec des événements de divergence. Ces populations, elles peuvent plus ou moins échanger des migrants après les événements de divergence. Il peut y avoir des changements de taille de population aussi. Donc, on va observer du polymorphisme dans ces différentes populations et on va l'analyser pour essayer d'avoir une idée des taux de divergence, des taux de migration, des tailles de population, des locus sous sélection et d'autres choses. Alors, pourquoi on s'intéresse? Alors, pour l'instant, j'ai plutôt parlé de paramètres évolutifs, et d'ailleurs, j'aurais peut-être... en gros, la génétique des populations, elle permet, donc peut-être grâce à cette façon de faire, d'avoir accès à des paramètres évolutifs. Après, on pourrait se demander quel est le lien exactement entre les paramètres évolutifs et les paramètres démographiques. Je vais en parler un tout petit peu là, mais ça sera peut-être plus l'objet de la discussion de cet après-midi. Pourquoi on est intéressé par rapport à ces paramètres démographiques? Donc, paramètres démographiques, j'entends plutôt taille de population, taux de migration, distance de dispersion, temps de divergence, changement de taille de peuple. En gros, c'est des paramètres démographiques actuels, mais aussi un peu leur variation dans le passé. Ça, on va voir aussi, on pourra le discuter un peu plus longuement cet après-midi. Déjà, parce qu'il y a un intérêt généraux, puisque ce sont ces paramètres qui vont être importants pour l'adaptation locale des organismes à leur environnement, par exemple. Et puis, par rapport à ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, c'est que on utilise la génétique des populations dans une approche qu'on pourrait appeler l'écologie moléculaire, finalement, pour avoir accès à des paramètres vraiment démographiques et pas évolutifs pour essayer de comprendre, par exemple, en biologie de la conservation ou quand on utilise des espèces invasives pour avoir des idées sur le fonctionnement démographique des populations, et c'est ça qui va plus nous intéresser aujourd'hui. Donc, d'un point de vue un peu caricatural, on peut distinguer deux types de méthodes. Les méthodes directes, donc, qui sont complètement liées à ce que Rémi a présenté ce matin, qui sont les méthodes démographiques, donc, notamment la technique de capture, marquage, recapture, aussi peut-être des méthodes de suivi par radio, par GPS ou autre chose. Donc là, je ne vais pas vous en parler. Enfin, je l'évoquerai de temps en temps dans l'exposé, mais je ne vais pas vous en parler beaucoup et je ne suis pas du tout spécialiste de ça. Et globalement, comme Rémi l'a dit, il y a peut-être deux limites qu'on pourrait voir. C'est d'une part, ça nécessite beaucoup de travail pour aller sur le terrain et récolter les données. Et d'autre part, on a une image purement instantanée de la population bon, c'est peut-être faux, je ne sais pas, mais j'ai l'image que j'en ai en tout cas, qui est plutôt
C'est faux, ok. Donc voilà, peut-être qu'on peut prendre les variabilités, mais du coup, moi, ce que j'avais en tête, c'était plutôt une image instantanée sur le temps qu'on avait étudié de la population. Du coup, ça sera discuté. C'est la base. Voilà, c'est la base. C'est ce que je dis aux étudiants quand je leur fais le cours, mais peut-être que je devrais changer. Et les méthodes indirectes, donc, ils sont à partir de données génétiques. Et notamment, si on peut en parler aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des gros progrès ces 20 dernières années, notamment avec la révolution des données génomiques et avec la révolution du numérique, qui aujourd'hui nous permettent de faire des analyses en génétique des populations sur lesquelles on peut peut-être dire qu'on a accès vraiment aux paramètres démographiques des populations, et ce sera tout le cœur de mon exposé d'aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas ou pas? Dans quelle mesure? Sous quel modèle? Et essayer de comprendre pourquoi je pense que dans certains cas c'est vrai et pas dans d'autres. Là, on voit un problème que j'ai déjà un peu évoqué, c'est-à-dire que ce qui génère la distribution du polymorphisme, c'est des forces évolutives. Ce n'est pas forcément des forces démographiques pures. Mais il y en a certaines qu'on peut relier fortement à des paramètres démographiques. Et là, je pense que c'est aussi un gros point de discussion, parce qu'il y a beaucoup de flou. Mais en gros, la dérive, c'est lié à la taille de la population. La mutation, non. La sélection non plus. La recombinaison, plus ou moins. Et la migration, clairement, la migration, c'est lié au phénomène de migration, de dispersion. Et ça, on va pouvoir discuter aussi quel terme on peut utiliser et qu'est-ce que ça représente exactement. C'est en gros, alors on pourrait rajouter, en gros, les forces qu'on va regarder en génétique des populations. Et pareil, d'un point de vue très naïf pour la démographie, j'ai tendance à dire qu'on va s'intéresser à des tailles de population en démographie, à de la dispersion de la migration. Plutôt de la dispersion, j'ai tendance à dire que la migration, je pense qu'en démographie, c'est mieux utilisé qu'en génétique des pop. Et j'ai l'impression aussi qu'en démographie, on s'intéresse un peu plus à des paramètres individuels, en fait. Tout ça, notamment des paramètres de survie, de mortalité, de fécondité, de croissance avec des classes d'âge, ce qu'en génétique de population, on ne fait pas du tout. Je trouve ça super intéressant parce que moi, je n'avais pas du tout mis en face de chaque mais c'est faux. Même paramètre démographique. Voilà, mais tout ça, on va discuter. C'est ma vision assez naïve aujourd'hui. Et voilà, et je pense que là, il y a vraiment des trucs à discuter cet après-midi. Alors après, il y a une grosse différence quand même, c'est que quand on s'intéresse à des paramètres génétiques, on s'intéresse à des paramètres efficaces. Typiquement, quand on s'intéresse à la taille de la population, on s'intéresse au nombre d'individus reproducteurs. Quand on s'intéresse à la migration, on va s'intéresser à la dispersion, on va dire. Je vais oublier le terme migration parce que pour moi, c'est plus la dispersion qui est correcte. Quand on s'intéresse à la dispersion, on s'intéresse au fait qu'un individu ait quitté le site où il est né, l'endroit où il est né pour aller ailleurs, enfin ses descendants, mais qu'il ait survécu et donné des descendants. Ce n'est pas juste les mouvements. Et voilà, donc en gros, c'est un événement qui est fait avec succès reproducteur. Alors, j'imagine qu'il y a aussi d'autres choses, mais globalement, j'ai tendance à dire qu'en démographie, c'est plus des choses qui se rapprochent du census et de ce qu'on peut compter dans la réalité, mais c'est peut-être pas complètement vrai. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Et un des trucs, mais je pensais que c'était vraiment génétique, mais dis bon, on pourrait le mettre des deux côtés, et je pense que c'est important aussi dans les discussions qu'on va avoir, c'est dans quelle mesure on peut s'intéresser à la variation de tous ces paramètres dans le temps et dans le passé, d'un point de vue de la génétique des peuples, et peut-être de la démographie. Donc, là, en gros, j'ai essayé de vous expliquer ce que j'avais en tête sous la notion de paramètres démographiques et pourquoi on pouvait les estimer avec les données génétiques. Alors, c'était très, très vague, le pourquoi. En gros, c'est juste l'idée qu'en effet, on peut essayer de retrouver ce qui s'est passé, ce qui a généré le polymorphisme. Et du coup, je vais vous parler un petit peu de quelques développements, des premiers développements qui ont été faits en inférence démographique à partir de données génétiques et leurs limites. Les premiers développements, et encore jusqu'à récemment, pour faire de l'inférence, on a besoin de considérer des modèles démographiques. Et en génétique des populations, on a classiquement considéré, notamment ces modèles-là, il y en a d'autres, mais c'est quand même les plus classiques, c'est-à-dire des modèles, par exemple, une population qui avait une expansion démographique, ou au contraire une contraction démographique. Une population qui avait juste un effet de bottleneck, de boulet d'étranglement, qui a un passage avec une petite taille de population temporaire,
Des populations subdivisées, en gros, des populations indépendantes, mais qui échangent des migrants de temps en temps. J'en ai représenté 2, mais on peut en faire plus. Des événements de divergence de populations qui, à un moment, se séparent et n'échangent plus de migrants, ou bien se séparent et échangent un nombre restreint de migrants ensuite. Et des phénomènes d'admixture, par exemple, où on a quelques individus d'une population qui vont venir avec quelques individus de l'autre et qu'on va former une population qui sera une population mélange des deux populations d'origine. Donc c'est un peu caricatural, mais pendant longtemps, en fait, on s'est intéressé à faire de l'inférence dans un seul de ces modèles. C'est caricatural ce que je vais dire, mais c'est un peu ça l'idée. Et pourquoi? D'une part, en fait, c'était des modèles simples. Par exemple, pour estimer, donc, comme moi je m'intéresse beaucoup à la dispersion et que c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, il y a pas mal des modèles que j'ai présentés avant où il n'y a pas du tout, après le moment où il n'y a pas de structure des populations, on ne peut pas estimer de la dispersion. Le premier modèle qu'on a utilisé pour estimer la dispersion, c'est le modèle en île, qui est vraiment basique. Donc, il est basé sur le modèle de Wright-Fisher, mais j'aurais peut-être dû mettre les hypothèses du modèle de Wright-Fisher. Mais en gros, le modèle de Wright-Fisher, c'est une population panmictique, ça veut dire que tous les individus se croisent au hasard au moment pour la reproduction, avec des générations non chevauchantes et de taille finie. En gros, c'est les hypothèses principales du modèle de Wright-Fisher. L'extension du modèle en île, on a les mêmes hypothèses de génération non chevauchante, taille finie, sauf que la population elle est plus panmictique, mais elle est séparée en dèmes, qui eux-mêmes sont panmictiques à l'intérieur, et qui échangent des migrants. Dans le modèle en île, en fait, toutes les paires de dèmes échangent des migrants au même taux. Donc, on a un modèle très simple, et en plus, toutes les sous-populations ont la même taille. Donc, du coup, on a 3 paramètres. On a N, la taille de chaque sous-population. On a M, le taux de migration entre les paires de populations. Et potentiellement, on a D, le nombre de sous-populations. Parfois, on considère même un modèle en île infini, une infinité d'îles. C'est un modèle qui est complètement homogène, donc qui est très simple du point de vue de caractérisation mathématique, puisqu'on a 2 ou 3 paramètres. Après, il y a les paramètres de mutation, il y a quelques petits trucs qui se rajoutent en plus, mais pas grand-chose. C'est un modèle qui est non spatialisé. Parce qu'en fait, si jamais on prend cette population et qu'on échange avec celle-ci, en gros, ça ne changera strictement rien. Toutes les populations sont équivalentes et toute la migration est pareille, donc c'est non structuré. Et c'est sous ce modèle-là qu'assez tôt, les analyses mathématiques des modèles ont montré qu'on pouvait relier la différenciation des populations, calculée avec l'indice FST, au nombre de migrants qui sont échangés entre les paires de populations à chaque génération. Donc, si vraiment on a un taux de migration de M fois la taille de la population, donc ça va faire le nombre de migrants qui va partir à chaque génération de population pour aller vers une autre. Et un facteur 4 près, on s'en fiche un peu, mais en gros, on avait la formule un peu magique qu'on a utilisée très très longtemps en génétique des POP, quand on parlait de structuration et de dispersion, qui était FST égale 1 sur 1 plus 4LM. Donc, j'ai des échantillons, je calcule mon FST et je peux avoir un estimateur de N. Donc voilà, en gros, ce modèle a été très utile pour étudier les conséquences de la dispersion en génétique des POP d'un point de vue théorique. Il a été pas mal utilisé aussi, notamment jusqu'aux années 2000, quand on avait un petit nombre de marqueurs génétiques. Je vais vous dire pourquoi, entre autres. Et le problème, c'est que globalement, il n'est pas assez réaliste pour permettre des estimations précises des paramètres démographiques. Et ça, je reviendrai beaucoup là-dessus. Un deuxième modèle qui est tout aussi simple, mais qui prend un peu l'aspect spatial en compte, c'est le modèle en stepping stone, le modèle de migration par pas, où en gros, c'est la même chose que le modèle en île, mais au lieu de la dispersion que ça parle entre toutes les paires de populations, la dispersion elle se fait uniquement entre populations adjacentes. Et du coup, là, si on échange des populations, ça change tout. Du coup, il y a un aspect spatial basique, mais il est toujours très homogène, il est aussi utilisé, mais moins que le modèle en île, pour faire de l'estimation jusque dans les années 2000 à peu près. Et pareil, il est un peu plus réaliste, mais il n'est quand même pas assez réaliste. Potentiellement, c'est un peu caricatural ce que je vous dis aussi, mais ça sera à discuter. Il paraît souvent pas assez réaliste pour faire de l'estimation précise des paramètres démographiques. Et voilà, en fait, ce qui s'est passé pendant longtemps, c'est qu'on a commencé à avoir des marqueurs génétiques, mais on en avait peu. Et on avait peu d'ordinateurs, donc en gros, on était limité du point de vue d'une part des données, mais aussi du point de vue des modèles et de l'analyse des données. Et du coup, on est resté sur des trucs très simples, où en gros, on calculait une statistique résumante sur notre jeu de données, par exemple le FST,
et on essaie de relier la valeur de cette statistique à la valeur d'un paramètre sous un modèle donné. Et on voit très rapidement que c'est limité parce que, par exemple, si on considère un modèle où il y a juste de la divergence sans migration, on peut facilement exprimer FST en fonction du temps de divergence et des tailles de pop. Si on considère un modèle au contraire, un modèle en île à 2 îles, et qu'on regarde la migration, on peut facilement relier le taux de migration, le FST, au taux de migration. Le problème, c'est que quand on veut considérer un modèle en même temps de la divergence et des flux de gènes, en fait, le FST, on ne peut plus relier à rien du tout, c'est trop compliqué, on ne peut plus faire référence sur les deux paramètres. Voilà, donc en gros, pendant longtemps, on s'est quand même focalisé sur des modèles très simples, avec des approches statistiques très simples, en souvent résumant l'information d'une manière assez brutale, sous forme d'une ou de quelques statistiques résumantes. On peut aussi citer l'exemple de l'hétérozygosie, qui a été pas mal utilisé pour essayer de détecter si les populations étaient plutôt issues, enfin, si elles avaient subi une phase de contraction ou une phase d'expansion marienne. Voilà, donc en gros, il y avait quelques méthodes un peu plus sophistiquées, mais il n'y avait pas grand-chose, on ne pouvait pas aller très loin. Voilà. Et du coup, dans les années 2000 ou un peu avant, il y a eu pas mal de critiques sur tous les gens qui faisaient soi-disant de l'inférence démographique à partir de données génétiques. Et notamment, les différents facteurs qui ont été, les différents problèmes qui ont été soulevés, c'est que d'une part, les modèles démogénétiques n'étaient pas assez réalistes pour qu'on ait quelque chose qui soit vraiment interprétable du point de vue biologique. Notamment, un des trucs qui a été très critiqué, c'est la dispersion dans le modèle en île. En effet, on peut difficilement imaginer de nombreuses espèces qui dispersent entre leurs populations de manière indépendante et au même taux. D'autre part, les populations naturelles, elles sont souvent hétérogènes du niveau spatial, par exemple, et en déséquilibre démographique, ce qui est généralement pas pris en compte dans les modèles démogénétiques. D'autre part, il y avait des hypothèses très fortes sur les taux de mutation et sur les modèles mutationnels. Alors ça, c'était beaucoup lié à l'utilisation des microsats, parce que les microsatellites, ils ont des modèles de mutation qui sont complexes. Bon, alors, on a fait des modèles complexes, mais ça ne fit jamais. Et en gros, on pouvait se demander quelle était l'influence, justement, de toutes ces approximations sur le processus mutationnel. Et enfin, que des marqueurs neutres, ça n'existe pas. Il y a toujours de la sélection. Donc, en gros, ce qu'on va estimer, c'est un mélange entre l'histoire démographique et l'histoire adaptative. On ne va pas trop savoir à quoi ça correspond. Et typiquement, ça aboutit à des publis comme les publis de Whitlock et McCauley en, je ne sais plus quand, 19, je crois, 97, je ne sais plus, qui dit, en fait, FST, ce n'est pas égal à 1 sur 4, 1 sur 1 plus 4NM, et on ne peut pas utiliser FST pour faire de l'inférence démographique, ce qui, au fond, n'est pas complètement faux. Et voilà, donc on a eu pendant longtemps des estimations qui étaient très limitées en termes d'informations portées par les marqueurs génétiques, en termes de résumé de l'information portée par ces marqueurs, parce qu'on avait du mal à faire le maximum de vraisemblance dans pas mal de cas, et des modèles qui étaient non réalistes ou trop simplifiés. Donc il y a eu deux gros changements qui sont la révolution de la génomique et la révolution numérique qui sont faits dans les années 80, entre 90 et 2010, on va dire, à peu près. Donc maintenant, on a beaucoup plus de données, potentiellement chères, mais on peut les avoir. On a des nouveaux types de polymorphismes, pour moi, c'est peut-être moins important. Et on a aussi beaucoup plus de puissance computationnelle. Et du coup, on va pouvoir potentiellement faire des nouvelles inférences, clairement, sur des beaucoup plus grosses données. Et du coup, on va pouvoir considérer non plus des modèles simples comme ça, mais en fait des modèles plus complexes qui vont être en fait une combinaison de tous ces modèles-là. Et aujourd'hui, en effet, quand on regarde notamment les analyses sur les données humaines, on voit très souvent des modèles qui mélangent de la divergence, des changements de taille de pop, des bottlenecks, des extensions démographiques, de la migration, de la mixture. Et voilà. Et du coup, là, sur les données humaines, il y a des papiers toutes les semaines qui sortent en vous faisant des références de tous ces paramètres. Qui, dans le cadre de la population humaine à cette échelle-là, peuvent quand même poser des questions sur leur interprétation exacte. Voilà.
En plus, on a plein de méthodes stats, mais je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais il y a un truc qui nous intéresse pas mal nous, en ce moment, c'est notamment quand on a des limites, quand on a des modèles qui sont un peu complexes pour calculer la vraisemblance, pour faire des analyses de maths et tout, on a de plus en plus tendance à passer par des méthodes d'inférence basées sur la simulation. Je vous en parlerai dans 5 minutes. Et peut-être un peu, on va de plus en plus vers l'intelligence artificielle sur certains points. Du coup, aujourd'hui, on peut quand même faire des inférences dans des modèles beaucoup plus complexes, peut-être que ça voudrait dire plus réaliste, mais il faut voir, avec plein de paramètres sur des grosses données, avec des méthodes très très lourdes. C'est pas faux. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? C'est clair. Et est-ce que, du coup, on pourrait se poser des questions, c'est est-ce que tout ce que je viens de dire là, dans cette deuxième partie, c'est toujours vrai, auquel cas, on est un peu mal et on ne va jamais pouvoir faire de références démographiques à partir de données génétiques. Et notamment, comme on a vu, là, toutes les critiques qui ont été faites au début des années 2000, pour moi, elles ne sont pas fausses, en fait. Hein. C'est que tout ce qu'il dit, c'est vrai. C'est que les modèles ne sont souvent pas très réalistes, les populations sont extrêmement simplificateurs par rapport à ce qu'on peut voir dans les populations. Alors là, potentiellement, par rapport au déséquilibre, on peut essayer maintenant, avec les modèles plus complexes et plus de données, on pourrait essayer de mettre le déséquilibre et d'inférer en même temps le fonctionnement actuel et les variations au cours du temps, potentiellement. Mais ça, c'est toujours vrai quand même. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est tout le temps vrai? Est-ce que c'est vrai dans toutes les situations? Est-ce que c'est vrai avec toutes les méthodes? Est-ce que c'est vrai sous tous les modèles démogénétiques qu'on pourrait utiliser? Est-ce que c'est vrai pour toutes les espèces, pour tous les échantillons? Est-ce qu'il n'y a pas certains cas où, dans certaines situations, on peut quand même essayer d'avoir un peu plus accès aux paramètres démographiques et au fonctionnement démographique de la population étudiée? Et là, avant, voilà, la fin de ça, c'est qu'en gros, c'est un peu la caricature, mais en gros, on a souvent dit que les méthodes démographiques, elles permettent d'estimer des paramètres actuels et census des populations. Que les méthodes indirectes, on a plutôt des paramètres efficaces, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, et des paramètres qui potentiellement sont bien influencés par ce qui s'est passé dans le passé, et du coup, pas vraiment actuels, mais plutôt intégratifs sur un certain temps, et on ne sait pas trop à quoi correspond. Moi, je vais essayer de vous montrer dans la deuxième partie de mon exposé que, en fait, pour moi, ce n'est pas toujours vrai. Il y a certaines situations où on peut avoir des inférences démographiques relativement précises, des paramètres actuels et locaux des populations, et notamment sous les modèles d'isolement par la distance. La deuxième partie de ma présentation, ça va être les modèles d'isolement par la distance. Ça va être des choses que certains d'entre vous n'ont pas trop entendu parler, peut-être parce que la génétique des populations spatiales, c'est un peu une niche et il y a peu de gens qui en parlent, et notamment quand je fais des cours aux étudiants et ils disent qu'on n'aurait jamais parlé de génétique des peuples dans ces termes-là, ça les déstabilise un peu, donc n'hésitez pas à poser des questions sur les modèles, la définition des modèles, ce que je sous-entends. Voilà, donc le modèle des orienteurs à distance, il est aussi, comme le modèle en ligne, dérivé du modèle de Wright-Fisher. Alors, moi, je ne vais pas trop rentrer dans ces détails, il y a d'autres modèles, il y a le modèle de Moran, il y a d'autres modèles. Moi, je me suis un peu posé ces questions-là, mais je n'ai pas trop réfléchi. C'est vrai que quand on pense en génétique des peuples, la plupart du temps, on pense en termes de modèle de Wright-Fisher. Donc, c'est une population isolée en mictique, de taille finie, pour lesquelles l'espèce qu'on étudie a des générations non chevauchantes. En gros, à chaque génération, tous les adultes meurent. Enfin, tous les adultes se reproduisent, meurent et laissent leurs descendants. Et il y a le même succès reproducteur attendu en espérance pour tous les individus. En gros, il n'y a pas d'effet sélectif. Et du coup, comme la taille est constante, le nombre de descendants moyen d'un individu, c'est 1. Donc, l'isolement par la distance, c'est ça, mais avec d'autres hypothèses où on enlève la convexie et on met de la structuration. La structuration, elle arrive à quel endroit? C'est qu'en fait, l'isolement par la distance, on va toujours représenter les populations sur des grilles. On pourrait discuter pourquoi, mais pour l'instant, je vais rester sur une grille. Et sur les nœuds de cette grille, il y a soit des thèmes
qui sont en gros les modèles des environnements par distance en DEM. Vous allez voir après, je vais plus rentrer dans les détails, soit juste un individu ou un couple. On se rapproche un peu de populations pas vraiment continues parce qu'on est sur une grille, mais en gros, il n'y a pas de sous-structure. C'est des modèles qui sont complètement homogènes. Donc, les individus ou les populations sont répartis de façon homogène dans l'espace et elles ont toutes les mêmes densités et tailles de pop où qu'on se place sur le réseau. La dispersion est la même en tout point du réseau. Et une des caractéristiques cruciales de l'environnement par distance, c'est que la dispersion est limitée dans l'espace. Quand je parle de dispersion là, c'est la dispersion parents-descendants. Donc, c'est à quelle distance les parents vont laisser leurs descendants. Et quand on dit qu'elle est limitée dans l'espace, ben c'est juste qu'en gros, la probabilité elle est décroissante en fonction de la distance. Et on considère que l'ensemble de ces sous-populations ou l'ensemble de ces individus est isolé de tout le reste. OK ? Donc, la notion de base de l'isolement par distance, c'est le fait que deux individus ont plus de chances d'être proches génétiquement s'ils sont géographiquement proches l'un de l'autre. Bon, ça, on peut dire le truc, c'est que deux individus proches vont avoir plus de chances de se reproduire entre eux que deux individus éloignés, ce qui est un peu pour même. Et ça, c'est une caractéristique qui avait été mise en évidence assez tôt par Handler en 1977, qui avait montré dans une revue où il avait regardé plein d'espèces qu'une grande majorité des espèces avaient une dispersion limitée dans l'espace. Ça s'imagine assez bien, notamment du fait de caractéristiques physiques qui limitent la dispersion. La dispersion, c'est un effort. Du coup, après, il y a peut-être des espèces qui sont moins limitées que d'autres, notamment peut-être quelques espèces d'oiseaux, mais il doit y avoir plein d'autres espèces, mais globalement, c'est quand même le cas. Et du coup, on a des distributions de dispersion qui sont décroissantes. En isolement par distance, dans tous les modèles que je vais vous présenter, c'est une de ces caractéristiques, c'est que la dispersion est donnée par une distribution de dispersion. Il n'y a pas de matrice de migration, il y a une distribution de dispersion avant, forward, parce qu'en génétique d'époque, on fait beaucoup de connaissances, on a tendance à tout raisonner en backward, mais non, là, je vais toujours vous parler de migration forward. C'est des programmes, c'est les méthodes d'analyse qui font eux-mêmes la conversion entre backward et forward. Je pense que c'est important, parce qu'il y a plein de programmes qui font ça. Voilà. Et du coup, il y a deux classes de modèles d'isolement par distance selon un peu l'habitat, selon l'utilisation de l'habitat par l'espèce qu'on va étudier. Par exemple, si c'est une espèce qui va former des clusters sur des patchs d'habitat très favorables, alors l'exemple caricatural, c'est des tritons, par exemple, les amphibiens, en gros, on a des mares, et les tritons, ils vont se reproduire dans les mares, et au moment de l'événement de reproduction, la mare, c'est à peu près une population panmixtique. Par contre, au cours de leur vie, ils vont pouvoir bouger d'une mare à l'autre, et du coup, il y a de la dispersion entre mares qui est en fonction de la distance. Dans ce cas-là, on va faire des isolements par la distance entre DEM, avec des sous-populations panmixtiques. Mais on peut très bien faire tendre le modèle vers un modèle où il n'y a plus ces populations panmixtiques, et dans ce cas-là, c'est plus pour coller à des individus qui sont répartis de manière plus ou moins homogène dans l'espace. Par exemple, des insectes dans une forêt, où il y a plein de cas où il n'y a pas de sous-population. Et là, on peut considérer que ça peut être un individu ou un couple. Après, quand on va rentrer finement dans les modèles, on peut se poser la question, mais là, pour l'instant, on s'en fiche. Voilà, et c'est encore des modèles, ils sont tous homogènes. Tout est égal partout, mais du coup, il y a un intérêt, c'est qu'ils ont quand même assez peu de paramètres. Et ça, du point de vue stat, c'est quand même important si on veut inférer ces différents paramètres. Donc, en gros, quels sont les paramètres qui décrivent un modèle d'isolement par distance? Il y a la taille du réseau en X et en Y, le nombre de nœuds de la grille. Ça peut être dans certains modèles infini. Il y a la taille des DEM, où ça peut être fixé à 1 ou 2 dans le modèle continu, en habitat continu. Il y a le taux de démigration, quelle est la probabilité de laisser ses descendants autre part que là où on est né. Et ensuite, il y a des paramètres de la distribution de dispersion. Ça dépend de la distribution qu'on utilise, mais dans la plupart, dans tout ce dont je vais vous parler, on va utiliser une distribution très simple, une distribution géométrique avec un seul paramètre. Et du coup, dans ce cas-là, on a juste le paramètre de la distribution géométrique. Un paramètre qui est un peu plus galère à prendre en compte, et ça on pourra en discuter cet après-midi, c'est la taille, l'unité du réseau du lattice, qui va donner en gros l'échelle à laquelle on va se placer. Et après, il y a les paramètres de nos marqueurs, hein, le taux de mutation et le modèle de mutation. En gros, avec ça, on a caractérisé entièrement le modèle.
Après, il y a des paramètres composites, parce qu'en génétique, des fois, on sait souvent qu'il y a certains paramètres canoniques du modèle qu'on ne peut pas estimer parce qu'il n'y a pas d'informations dans les données. Typiquement, je pense que vous avez à peu près tous entendu parler du fait que dans une population convectique, on ne sait pas estimer N et mu séparément, mais on sait estimer que le produit N fois mu. Ben là, alors je ne l'ai pas réécrit, donc il y a tous les produits N mu, NM en effet, et il y a aussi, du point de vue de la dispersion, on sait notamment que le paramètre sigma 2, qui est le carré moyen de la distribution de dispersion parent descendant, va être un paramètre qui devrait être assez facile à estimer. C'est le même paramètre qu'on retrouve en mirant par la distance et aussi dans l'étude des clean, qui donne en fait comment le clean varie en fonction de la dispersion. Et on peut aussi parler de la taille de voisinage ou du paramètre, j'aime pas trop la taille de voisinage, j'aurais tendance plutôt à parler juste du produit des sigma 2. Typiquement, on sait qu'il y a certaines méthodes dont je vais vous parler qui n'arrivaient pas à estimer les paramètres séparément et on sait estimer le produit des sigma 2. A priori, c'est le paramètre le plus facile à estimer dans le modèle des nombres par la distance, c'est le produit de la densité fois le carré moyen de la dispersion parent descendant. Ou bien quand on est en DEM, on remplace la densité par la taille de la pop, c'est strictement équivalent. Et ça, c'est important, parce qu'en fait, ce produit des sigma 2, ou 4pi devant, c'est pareil, ce produit des sigma 2, c'est lui qui, en fait, va donner la force de l'isolant par la distance. C'est-à-dire qu'avec des petites valeurs de d sigma 2, des densités faibles, de la dispersion faible, on va avoir un isolant par la distance fort, alors que pour des fortes valeurs de d sigma 2, on va avoir un isolant par la distance de plus en plus faible. Et je ne vais pas rentrer dans ces détails. Et du coup, il y a les autres paramètres, il y a l'échelle, les NM et les mu. Donc, un des résultats, le premier résultat de l'isolant par la distance, c'est que la différenciation augmente avec la distance géographique. Donc, quand on est dans un modèle en île, ce n'est pas spatial et la différenciation, elle est indépendante de la distance, puisque toutes les pop sont équivalentes. Quand on a un BD faible, avec un fort des sigma 2, on va avoir une pente qui va être assez faible et la pente va augmenter, plus les sigma 2 va être petit. Ça, c'était vraiment un résultat, un des premiers résultats, et c'est notamment ce qu'on a souvent regardé. Et souvent, les études de génétique des pop en isolant par la distance s'arrêtaient là. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on faisait un test de Mantel pour essayer de tester la corrélation entre la différenciation génétique et la distance géographique. Si le test de Mantel était positif, on disait « ouais, la dispersion est limitée », et puis on s'arrêtait là. Un des points intéressants des modèles d'isolant par la distance, c'est qu'en fait, ils comprennent à une extrême le modèle en île, puisqu'en fait, si on dit que la dispersion est uniforme, ben dans ce cas-là, on est dans le modèle en île. Alors, si on est en thème avec de la dispersion uniforme, on se rapproche du modèle en île. Si on continue avec de la dispersion uniforme, on se rapproche de la population convective. Et à l'autre extrémité, si jamais on a la migration qui est uniquement sur les pop adjacentes, ben on a le modèle en île. Typiquement, quand on regarde, par exemple, avec la distribution géométrique, ben en fait, quand on fixe G égale 0, on a un stepping stone. Quand on met G égale 1, on a un modèle en île. Et toutes les valeurs intermédiaires de G, c'est le modèle d'isolant par la distance G0. Est-ce que c'est assez clair, cette description des modèles d'isolant par la distance? Du coup, ben, je vais essayer de vous dire un peu qu'est-ce qu'on a pu faire en isolant par la distance, et c'est un peu tout mon travail de recherche, parce qu'en fait, j'ai commencé en M1 avec Arnaud et Stoup à appliquer ces modèles d'isolant par la distance sur le crapaud de la canne à sucre, et puis après, j'ai bossé que là-dessus avec Arnaud et François depuis 20 ans. Donc ça a été l'idée de l'isolant par la distance, ça a été émis par Wright en 1943 à peu près. Après, il y a quelques personnes qui avaient des idées. En gros, c'est l'idée qu'on pouvait avoir des populations un peu continues avec de la dispersion limitée. Et c'est lui notamment qui a nommé, qui a sorti un paramètre, la neighborhood size, qui a été très très mal utilisé après. C'est pour ça que je préfère pas en parler. En gros, pendant 30 ans, il y a eu plein d'études théoriques où on essayait d'aller de plus en plus en analyse, mais c'était quand même compliqué. Et l'application, c'était uniquement, quand on commençait à avoir quelques marqueurs, on regardait la corrélation entre la différenciation génétique et la distance, avec des tests de Mantel. Et voilà. À partir des... Oui, c'est plus à cette époque-là où on a eu des marqueurs. Donc là, il y a eu plein d'études où on regardait les corrélations entre la différenciation génétique et la distance. Mais on n'avait pas vraiment de méthode d'inférence. Ce n'était pas très clair.
On regardait juste la corrélation, elle disait, bon, on n'est pas dans un modèle en ligne, on est dans un modèle de rapport à distance, la dispersion est limitée dans l'espace. Et le gros changement, ça a été en 97, quand François Rousset a sorti la méthode dite de la régression. C'est qu'en gros, François, il a poussé un peu les analyses mathématiques et il s'est rendu compte qu'il y avait une façon de présenter les résultats qui était relativement simple. C'est qu'en fait, il ne fallait pas s'intéresser à FST juste parce que la relation entre FST et la différenciation était compliquée. Et si on regarde FST sur un mot FST, la relation avec la différenciation, elle est super simple. Dans un modèle de rapport à distance en 2 dimensions, c'est qu'en fait, ce paramètre-là, on a une relation linéaire entre la différenciation calculée comme ça et le log de la distance. Et cette relation linéaire, il y a une pente, et la pente, c'est 1 sur 4 pi des sigma 2, 1 sur la taille des voisinages ou 1 sur le produit des sigma 2. Et du coup, alors ça, c'est un peu vrai à petite échelle. C'est super important, mais plus pour cet après-midi, ça, c'est vrai à petite échelle géographique et pas à grande échelle. Ça va expliquer quelques résultats après. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, on va juste utiliser ce résultat-là. Du coup, comment on fait pour utiliser sa méthode d'inférence? On va sur le terrain, on fait les marqueurs génétiques, hop, on calcule le FST sur un mot FST. Pour toutes les paires de pop qu'on a, on a les distances, on fait la régression. Et la pente de la boîte de régression, c'est un estimateur. 1 sur la pente, c'est un estimateur du produit des sigma 2. Du coup, pour la première fois, on avait vraiment un estimateur du paramètre du produit des sigma 2 qui est un paramètre démographique, en moins disant par la distance. Et en 2000, il a étendu cette analyse au modèle entre individus où il n'y a plus de DEM. Et en fait, c'est exactement le même résultat, sauf qu'on appelle plus ça FST, parce que FST, c'est calculé entre DEM, mais on appelle ça AR, qui est exactement la même chose. La différenciation, c'est l'équivalent de FST sur un mot FST, mais qui est calculé entre paires d'individus. On a exactement la même relation. Et la grosse différence, c'est le nuage de points. Parce que d'une part, on a beaucoup plus de points, parce que c'est calculé entre toutes les paires d'individus. Et d'autre part, on a beaucoup plus de bruit, parce que la différenciation qu'on calcule sur une paire d'individus, ça a beaucoup plus de variance que sur une paire de pop. Mais en gros, c'est ça. On a toujours des nuages moches, mais c'est normal, c'est attendu. Et les pentes, parfois, on a l'impression qu'elles ne sont pas vraiment fortes, mais en fait, ça marche. Et du coup, on avait deux méthodes pour estimer le produit des sigma 2 en énorme à distance, selon si on faisait le traitement entre individus ou entre DEM. Et donc, elles ont été très utilisées, ces 2 méthodes, jusqu'à maintenant. Et ce qui est quand même un peu décevant, c'est que la plupart des gens qui utilisaient cette méthode, en fait, ils ne regardaient pas du tout l'estimateur des sigma 2. Sur la pente, ils s'en fichaient, ils continuaient à regarder que le test de Mantel. Donc, c'est quand même dommage, parce qu'on sort une méthode qui permet de quantifier un peu les choses, mais non, les gens ils regardaient juste le test de Mantel. Et moi, pendant mon master, puis le début de ma thèse, je me suis pas mal intéressé à tester les performances de cette méthode. Parce qu'en gros, on savait que théoriquement, elle marchait, mais on ne savait pas si en pratique, elle allait donner des résultats assez précis, assez robustes pour être utile. Et c'est quand même, quand on fait des méthodes en génétique d'époque, il faut quand même un peu les tester. Parce que souvent, il y a tellement d'aléatoires et tout qu'il faut vraiment être sûr qu'on sait bien faire une estimation. Et du coup, pour ça, moi, j'avais développé un simulateur pour, en gros, simuler des données, les faire manger à la méthode et voir si ce qu'on obtenait, c'était bien ce qu'on avait simulé. Et tous ces tests, ils ont été assez utiles et plutôt très positifs, puisqu'en gros, on a montré qu'on avait une très bonne estimation, une bonne précision de l'estimation du produit des sigma 2. C'était dans des cas où on était à l'époque des microsats, donc on testait ça avec un petit jeu de données sur 10 locus microsats et une centaine d'individus échantillonnés. On avait des pi qui étaient inférieurs à 20%, une variance qui était assez faible et 95% de nos estimateurs qui tombaient dans un intervalle d'un facteur 2, ce qui nous paraissait quand même assez raisonnable. On a montré que c'était robuste à pas mal de changements démographiques récents. Notamment, on a montré que le patron d'IBD, il semble se mettre en place en une vingtaine de générations, donc ce qui est très rapide, et ça veut dire que tout ce qui s'est passé avant, c'est pas si grave et ça ne va pas trop influencer le résultat. Et voilà, différents changements. Et en gros, ces tests, ils ont montré que cette méthode de la régression, elle donnait des estimateurs qui étaient assez précis et robustes du produit des sigma 2 local et actuel dans les populations. C'était quand même que des tests par simulation.
Donc après, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait aussi des jeux de données quand on les a appliqués. Sauf que les jeux de données, on avait plein de jeux de données sur lesquels l'estimation qu'on avait du produit du sigma 2, ça collait assez bien. C'est-à-dire que sur les reptiles, on trouvait des petites valeurs, par exemple. En gros, les reptiles ne bougent pas beaucoup, ils ont des densités assez faibles. Et sur les chauves-souris, c'est un peu plus grand. Sur les insectes, c'est un peu plus grand. Je vais vous présenter des trucs sur les libellules où, en effet, on a montré qu'il y avait de l'IBD, mais c'était quand même, la dispersion était quand même assez forte. Tout semblait assez logique. Parfois, c'était un peu bizarre. Par exemple, sur des souris au Sénégal, on montre que le sigma 2 est hyper fort. Et on se demande un peu pourquoi il y a une structuration si forte sur des souris qui peuvent très bien bouger. Là, c'est au sein d'un village, quoi. Donc, c'est vraiment super local et super fort. Par exemple, aussi, quand on s'intéresse à la processionnaire, hein, on se dit que c'est quand même une espèce qui va bien, il vole, il y a des densités qui sont quand même assez fortes. Et quand on regarde l'IBD, on trouve un IBD très, très, très fort. Du coup, il y avait quand même quelques résultats un peu inattendus. Mais globalement, en fait, on ne peut rien dire de tout ça, parce que on ne sait pas à quoi on s'attendait. Et voilà, du coup, ce qui nous a paru intéressant, et ça, pour moi, c'est parmi les résultats vraiment les plus intéressants et les plus pertinents, c'est qu'en fait, on s'est dit, là, il va falloir peut-être regarder des jeux de données, on pourrait vraiment dire si notre méthode, elle marche. Le problème, c'est qu'en gros, dire si notre méthode, elle marche, c'est-à-dire qu'il faut des attendus. Les attendus, sur les tailles de pop, les densités, la dispersion, en général, on n'en a pas. Par contre, on peut avoir des approches indépendantes. Et du coup, on s'est dit, on va essayer de trouver des données où il y a en même temps des données génétiques et des données démographiques de capture, braquage, recapture. On va essayer de comparer les estimateurs des mêmes choses, à peu près, à calculer à partir de ces deux types de données. Ça a été fait dans un premier temps sur les libellules. Lors d'une collaboration avec des Anglais, vous avez fait du capture, braquage, recapture. C'était un travail de dingue. Ils sont allés je ne sais pas combien de fois sur le terrain, ils ont capturé des milliers d'individus, parce que pour en recapturer 1200, ça veut dire qu'ils ont capturé potentiellement 4 ou 5 000, voire plus. Mais ils avaient des belles distributions de dispersion, en tout cas de mouvement. Et on avait des données génétiques. Et du coup, on a comparé les estimateurs, on avait 3 sites, et on a comparé les estimateurs des produits des sigma 2. Voilà, on peut rediscuter cet après-midi de comment on les a calculés avec les données démographiques. Mais en gros, si on considère qu'on n'a pas fait trop d'hypothèses qui vont dans notre sens, on trouve un résultat qui est super intéressant, c'est que oui, ce n'est pas la même chose, mais globalement, c'est cohérent. Les données démographiques et les données génétiques, elles donnent des estimateurs qui sont cohérents. Et en fait, on a fait ça sur pas mal d'espèces différentes. Et à chaque fois, alors c'était pas évident de trouver des jeux de données, mais en même temps des données génétiques et démographiques sur lesquels en plus on pouvait faire des analyses en IBD. Mais on a trouvé quelques-uns et dans tous les cas, on avait une bonne concordance, notamment il y avait moins d'un facteur 2 de différence à chaque fois entre les données génétiques et les données démographiques. Et pour moi, ça a été un résultat qu'on a eu donc, au cours de ma thèse et qui était super intéressant parce que d'une part, pour moi, ça valide en effet la méthode de la régression, en plus de toutes les simules qu'on avait faites. Ça valide potentiellement plus généralement les modèles d'isolement à distance, qui semblent être des modèles assez réalistes pour faire de l'inférence de la dispersion et de la densité à partir de données génétiques à une petite échelle spatiale et temporelle. Et du coup, ça valide un peu l'ensemble de cette approche. Oui. Tu as parlé à plusieurs reprises de petite échelle. Je n'ai pas eu le temps de regarder dans tes plots. Ouais, alors je vais pas. En gros, c'est galère parce qu'en fait, l'échelle dépend de sigma 2. C'est-à-dire qu'en gros, il faut qu'on échantillonne entre à peu près sigma 2 et 100 sigma 2. 100 sigma, pardon. Et du coup, en général, on ne connaît pas sigma, et du coup, souvent, il faut faire des approches un peu par rapport. Ou bien, si on a un échantillon énorme et que le sigma est plus petit, on peut s'arranger. Mais en gros, c'est qu'il faut travailler une petite échelle par rapport à la dispersion de la bestiole. Et du coup, dans ton étude là, c'était quoi à peu près les distances? Là ouais. C'était en gros sur des centaines de mètres, voire des kilomètres, mais pas beaucoup plus. Je ne sais plus exactement, mais je pense que c'est ça. Je pense que du coup, les sites, c'était sur à peu près 1 ou 2 kilomètres. Et voilà, et du coup, pourquoi? Je vais finir là-dessus et je n'aurai pas le temps d'aller beaucoup plus loin. Et du coup, on pourrait se demander pourquoi, dans notre cas, avec la méthode de la régression, en isolement par à distance, on arrive à avoir des estimations des paramètres démographiques locaux et actuels des populations, alors que globalement, on se disait que ça serait quand même, c'était pas gagné avec des données génétiques. Et moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a d'une part le modèle, qui est un modèle qui est plus réaliste que le modèle en île.
qui permet de prendre en compte la dispersion limitée de façon assez flexible, puisqu'il n'y a pas de distribution de dispersion fixe derrière. Ça peut considérer n'importe quelle distribution de dispersion à partir du moment où le sigma 2 et d'autres moments sont finis. C'est le fait de considérer les modèles pseudo-continus, là, avec les individus et pas des sous-pop, c'est un énorme avantage, parce qu'en fait, en génétique des pop, on bosse toujours sur des sous-populations, sauf que quand on va sur le terrain, aller définir des sous-populations, à part dans le cas des tritons où il y a les mares, la plupart du temps, c'est difficile. Et du coup, là, on s'affranchit de cette définition-là. D'autre part, donc il y a d'une part le modèle qui semble bien, d'autre part, il y a la méthode de la régression qui semble vraiment être bien designée pour extraire vraiment la bonne information et d'une façon assez robuste. Il n'y a aucune hypothèse sur la forme de la dispersion, le fait de calculer le bon indice de différenciation et le fait super important, en fait, que vu que notre approximation de la relation linéaire, elle est valable qu'à petite distance, c'est-à-dire qu'en fait, on pousse les gens à faire l'analyse à petite distance. Alors, en gros, on leur dit, si jamais vous faites l'analyse à grande distance ou à trop petite distance, on s'en fiche, plutôt à grande distance, ça ne marchera pas. Et du coup, en fait, ça veut dire que toutes les inférences qui sont faites avec ces méthodes-là, si on respecte les hypothèses, elles sont faites à une petite échelle géographique. À une petite échelle géographique, en fait, il y a beaucoup moins de déséquilibre démographique, il y a beaucoup moins de déséquilibre sélectif. On est beaucoup plus homogène. Et enfin, à l'époque, les marqueurs génétiques, les microsats, ils étaient assez polymorphes, on en avait un certain nombre, et les modèles mutationnels, j'avais montré avec les simules que ça ne biaisait pas les résultats, donc ça paraissait être des bons marqueurs. Aujourd'hui, on peut très bien utiliser un grand nombre de SNPs, c'est tout aussi bien. C'est même mieux. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est que l'interprétation verbale de tout ça, c'est qu'en fait, les trois, il y a le modèle, la méthode et les données qui font que dans notre cas, ça marche. Ça marche peut-être mieux que dans d'autres situations. Et après, on a des explications un peu plus théoriques par rapport à la coalescence. C'est qu'en gros, l'information qu'il y a dans un jeu de données génétiques, c'est lié à quoi? En gros, on peut retracer sa généalogie, faire l'arbre, et en gros, sur cette généalogie, il y a des événements de migration, de mutation qui se placent. Et c'est ça qui va donner ensuite le jeu de données génétiques, sa répartition du polymorphisme. Donc, en fait, toute l'information qu'il y a dans un jeu de données, elle vient des événements qu'il y a dans l'arbre généalogique ancestral. Quand on a on est dans des modèles où les tailles de population sont petites. Potentiellement, on tend vers 1 ou 2 dans le modèle continu. On a des taux de migration qui sont très forts, de l'ordre de 50 à 70% dans le modèle continu aussi. Et on pousse les gens à échantillonner à petite échelle. En fait, ces trois facteurs, ça fait que les temps de coalescence, ils vont être courts dans l'échantillon qu'on va regarder. Comme les temps de coalescence vont être courts, en fait, le patron de polymorphisme sur lequel on va se baser pour faire l'inférence, il va être peu influencé par le passé lointain et il va être peu aussi influencé par ce qui s'est passé géographiquement loin. Et du coup, en fait, le fait d'avoir des petits temps de coalescence, ça diminue l'influence de la démographie passée, des processus mutationnels, des processus sélectifs et tout ça. Et du coup, pour moi, ça explique un peu pourquoi dans notre cas, et notamment dans le modèle pseudo-continu, on arrive à avoir des bonnes inférences du produit des sigma 2 local et actuel des populations. Pour finir, ça va être 5 minutes et du coup, les questions, ça sera peut-être plutôt cet après-midi, je suis désolé. Mais il y a eu beaucoup de développements qui ont été faits en génétique du paysage, mais ça a été beaucoup plus des analyses corrélatives ou essayer de voir l'effet de certains facteurs, mais ça a été très très peu axé vers de l'estimation de paramètres. Par exemple, les gens ont essayé de détecter des barrières, ils n'ont pas essayé de tester quel était le taux de croisement de la barrière, par exemple. Et voilà, et par contre, en fait, en gros, alors en plus j'avais rajouté un petit chapitre 7 qui n'était pas dans le plan initial, mais clairement, je n'avais pas le temps. Mais là, en gros, on a fait des développements avec François entre-temps. On a essayé de faire du maximum de vraisemblance avec des algorithmes hyper compliqués. Ça a marché, mais globalement, en fait, on était quand même sous des hypothèses où on ne pouvait pas aller vers le modèle de pseudo-continu, ce qui nous a un peu embêtés. En gros, on était sous des hypothèses de coalescence. On était obligé d'avoir des tailles de pop assez grandes et des taux de migration assez faibles, ce qui quand même limite pas mal par rapport à tout ce que je vous ai dit avant. Mais on avait des trucs qui étaient un peu mieux que la méthode de la régression. Et là, surtout, le point qui m'intéresse beaucoup, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est... Voilà, c'est ça. Donc, en gros, on est en train de développer un outil d'inférence par simulation. Donc, Timothée Virgoulet, qui a fini au mois de mai dernière, c'est un nouveau simulateur qui fait des données génomiques avec recombinaison
en IBD spatial et en mode de connaissance exacte sans approximation. On a une librairie de stats qui calcule des stats résumantes sur les données qu'on génère. Potentiellement, on voudrait remplacer peut-être ça ou compléter par un réseau de neurones pour faire de l'apprentissage automatique sur certaines parties. Et on a englobé tout ça dans un package R qui s'appelle gspace.fr, qui lui-même, donc qui relie le simulateur, les stats résumés et 2 méthodes d'inférence par simulation, ABC Random Forest qui ont été développées par Arnaud Estoupe et Jean-Michel Marin, et un Fusion qui a été développé par François Rousset. Et du coup, l'idée, c'est de simplifier les inférences et surtout aussi de faire un package qui permette de tester facilement les méthodes. Et du coup, il y a tout un truc où c'est très facile de simuler 200 jeux de données, les analyser, de comparer, en gros, calculer les biais, la variance, les estimations. Et là, on a eu un résultat qui est super intéressant, c'est qu'en gros, nous, ce qu'on veut, c'est aller plus loin que l'estimation de D sigma 2. Parce que D sigma 2, c'est bien sympa, mais d'un point de vue biologique, c'est quand même pas terrible à interpréter. Et du coup avec l'approche, théoriquement, au maximum de vraisemblance, on aurait pu le faire, mais on s'est rendu compte qu'on était limité par d'autres problèmes. Et là, avec l'approche d'inférence par simulation, a priori, on peut estimer tous les paramètres qu'on veut du modèle du moment qu'il y a de l'information dans les données. Et ça, on a bien réussi. On a nos premiers résultats qui tombent et qui sont plutôt positifs, puisqu'avec un petit nombre de marqueurs, là, les tests que j'ai faits, c'était 20 microsats indépendants ou bien 500 SNP répartis sur 10 chromosomes. On arrive à estimer les paramètres, c'est un modèle pseudo-continu. Donc en fait, le N, la taille de la pop, il est fixé à 2. Ça explique pourquoi on n'a pas exactement les mêmes paramètres. Mais en gros, on arrive à estimer le taux de migration, on arrive à estimer la forme de la distribution de dispersion, on arrive à estimer la densité avec un peu moins de précision que ces 2 paramètres, mais potentiellement on y arrive. On arrive très bien à estimer les sigma 2, les le θ du DEM, le θ global, c'est un peu plus dur, mais ça on pourra en discuter aussi. C'est parce qu'en fait, en lisant par à distance, on considère un échantillon local, on a de l'info que sur les paramètres locaux. Et du coup, il faudrait combiner un échantillon local et quelques points un peu plus loin pour avoir aussi de l'information sur la taille globale de la pop, par exemple. On a du mal à avoir un échantillon local. Et voilà. Et moi, c'est ça qui m'intéresse vachement, et notamment, un des trucs qu'on n'a jamais réussi à faire pour l'instant en génétique des pop, c'est qu'on arrive à séparer la densité de la dispersion. Et voilà. Et du coup, pour moi, on arrive de plus en plus à vraiment l'estimation de paramètres démographiques. Et voilà, il y a plein de choses à faire encore. Et merci. Il y avait une question.